qu'il est mignon, Mika, bien contourisé. On voit que la Fight Week approche. On y est, Ah, là, on ça y est même, approche. on y est. On y est, hein, comme tu as dit, là, on a J-6. Après, franchement, pour être honnête, j'étais agréablement surpris ce matin quand je me suis pesé. Franchement, tout Ça a nickel. affiché combien sur la balance? J'étais à 82,5. Ça veut dire 5 kilos au-dessus du poids. Donc, Ça va. franchement, Le ouais, cutting franchement, devrait être facile. Bon, bah, aujourd'hui, on moi, reçoit. Désolé, j'ai un petit peu trop alors, accéléré. normalement, faut bien préciser, parce que là, j'ai pas eu de nouvelles de lui. Moi, c'est sur Insta que je le Si, contacte. si, c'est bon, il m'a validé. Ah, ok, bah Il voilà. m'a validé, Aujourd'hui, donc. on reçoit un invité de marque. De marque, hein. Ah ouais, de marque. On Bah, reçoit Clément Marcoux. Moi, j'aimerais attends. juste. Là, ça devrait être l'intro pour ce début d'émission. Attends Hey, 2 secondes. Magadi, c'est Petrouchka. Mais Voilà. attends, parce que je voulais faire une petite mise au point. Bon, déjà, abonnez-vous s'il vous plaît, parce que ça monte très lentement. Et je voulais faire une petite mise au point par rapport à l'épisode de la dernière fois, parce que j'ai lu les commentaires, mais bon, j'en ai strictement rien à foutre. Comme quoi, j'étais un traître. Mais écoutez-moi, c'est notre émission. J'aurais pu ne pas inviter Guillaume Pelletier, ou j'aurais pu à la rigueur sortir des arguments, mais en fait, il faut que vous compreniez un truc. Pour moi, lorsqu'on travaille chez Nike, on ne va pas habiller en Adidas. Donc pour moi, ça n'avait pas de sens d'être au Management Factory, enfin d'être au Factory et de rester à la BTT. En tant que combattant, je pense que Mika peut-être va me comprendre, je ne sais pas. C'est pas pour qu'il me Non, mais parking, c'est moi, vraiment pour. C'est déjà, voilà. il y a une chose, AB, les gens ne peuvent pas juger une personne qui n'est pas à ta place. C'est il y a tellement de facteurs. On a donné la parole à Guillaume Pelletier pour que lui puisse donner son ressenti. Toi, Il tu s'est mis bien en t'exprimes. plus, là, Guillaume. Hein? Il s'est T'as dit mis quoi? bien. Il s'est mis bien, Là, Guillaume, il s'est mis en bien, s'exprimant. mais ce que je veux dire, c'est que lui, il en a profité pour faire sa communication Bien aussi. sûr, et en gros, non, mais ce que je veux dire, c'est que si aussi, on a aussi accepté de l'inviter, c'est que, tu sais, j'étais même pas là pour montrer que j'avais raison, que j'avais tort. Il a son point de Et vue, attends, j'ai parce le que mien. j'ai des croustilles, moi. Là, jeudi dernier, je suis parti à Marseille, tu sais, pour faire la Ouais, conférence de presse. ouais, Donc, pour que les gens arrivent à se situer, jeudi dernier, c'était à peu près 4 jours après l'interview qu'on a fait avec Guillaume Pelletier. ouais. Et du coup, là-bas, à Marseille, qui était là? Les gars de Fightness. MMA Fightness. Ouais. Et en fait, il m'a dit que le gars de ma Fightness m'a dit qu'il n'y a jamais eu aucun conflit avec les gars de la team et que c'est complètement faux. C'est juste qu'ils se sont, eux, embrouillés par Ouais. rapport à d'autres choses. Après, ça les regarde. Mais du coup, ce que j'ai proposé en fait à MMA Fightness, et ils étaient d'accord, c'est qu'on fasse une émission avec eux À pour qu'ils 4. puissent aussi Ah, donner leur point de vue. ouais. Et du coup, je dis voilà, comme ça, parce que tu vois, j'aime pas reporter les paroles qu'on me dit, parce qu'après, il pense que c'est nous qui disons. Donc, au moins, comme ça, il va pouvoir dire ce qu'il a à dire. Ouais. Et voilà. Et après, c'est pour revenir en tout cas à ce que Guillaume Pelletier disait, te concernant, ce que les gens, faut qu'ils comprennent, ils le prennent à cœur ou ils le prennent pas à cœur, c'est leur Ouais, problème bah. après. Mais déjà, ça les concerne pas. Et ensuite, quand il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de contrat. Tu peux pas. Ensuite, maintenant, ce que tu as fait quelque part, ça lui servira de leçon. Et maintenant, il met en place un autre Ouais, des système contrats, ouais. pour les autres combattants. Et c'est tout. Tu vois, de Ouais, la même c'est ça. manière, il nous a expliqué, lui aussi, tu vois, il a eu des retombées négatives parce qu'il nous a expliqué des choses sur Fares. Et derrière, sur les commentaires, on lit d'autres choses. Donc, lui Bien sûr. aussi, ce que je veux dire, c'est qu'après, c'est le jeu des médias. Après, les gens, ils se font leur pub. Moi, des fois, il y a Bien des sûr, mecs qui bien sûr. disent que je dis de la merde. Je dis de la merde, peu importe, tu Ouais, vois ce non, que je bien veux sûr, dire. bien sûr. Non, en fait, c'était vraiment pour éclairer là-dessus, parce qu'en fait, moi, j'étais vraiment pas là pour montrer que j'avais raison ou pour montrer qu'il avait tort. C'était vraiment pas du tout mon but, donc j'ai laissé s'exprimer. Et voilà, mon choix, il m'appartient à moi. Et Exactement. chacun son point de vue. Le but, Donc, c'était pas de débattre sur ça. Le but, avant tout, c'est une émission fun. c'est Avec ça. AB, on aime bien se taquiner. Moi, je serais toujours, quand il y a des interviews comme ça où AB est mal à l'aise, je serais toujours un peu contre lui dans le sens où j'aime bien le mettre mal à l'aise. Mais après, la vérité, elle est tout le temps entre deux personnes et il n'y a personne pour juger. Donc, les gars, après, nous, on propose un podcast. Ne prenez pas trop les choses à cœur. Ça reste nous, on traite de l'actualité dans Ça la bonne reste, humeur. ça reste croustillant Voilà. chaud. Exactement. Nous, c'est des petits croustilles qu'on sort et Et, normalement, les croustilles, c'est des petits croustilles. Il n'y a pas et, de grosse méchanceté derrière. en tout cas, l'épisode va pouvoir démarrer avec Clément Marcoux.
abonnez-vous et c'est prêt? Ouais, non, c'est bon. Ok, let's go. Bon, Clément, comment vas-tu? Comment tu vas, mon Mika? Comment ça va, les amis? Ça va Bah, super, écoute, ça hein. va. On est content de te recevoir. Ah, c'est gentil. Ce que je disais, c'est que là, quand les gens ils vont te voir équipés, ils vont dire qu'on est des amateurs et c'est Mais la de vérité. ouf, de ouf. Il y en a, il a pas de micro, il a pas de casque. Moi, j'étais avec un casque. Et là, on voit Clément, micro, tout est carré. Avec la cage derrière, il y a un petit jeu de lumière. Tu l'as vu, Ah, il y a la télé allumée. Et ce que vous savez pas, les amis, Ouais. là, c'est que ça fait une demi-heure que ce mec-là, qui est en bas là, il me fait attendre dans la salle comme un fou. Il a Ouais. une demi-heure de retard, je le balance dans le podcast. Mais en plus, le pire, c'est qu'il était au cinéma. Hein. Il donne 1 heure, il était au cinéma. Ah, je te le jure que j'y croyais pas quand tu m'as écrit. Tu m'as dit il est au cinéma, je dis c'est pas possible. Et en plus, franchement, véridique, j'étais invité à manger. Moi, je ne refuse jamais les invitations. Et à cause de Mika, comme il m'a donné 1 heure, j'ai même pas pu honorer cette invitation. Oh, ok, bon, mais à coup pas. Par contre, tu sais, Clément, je dois t'avouer un truc. Tu sais, c'est quoi notre pire hantise avec AB et moi? La pire hantise qu'on ait. Dis-moi. C'est qu'un jour, tu fasses l'analyse physique de nos performances par rapport à. Oh, Non, un jour, je vais faire l'analyse de ta préparation physique. je pense que Et ça arrivera Boulox, pas. l'analyse athlétique, Boulox, je vais le faire. Voilà, c'est ça, l'analyse athlétique. Si tu fais ça, on est mort dans le film. Ah, frère, je te jure, je vais signaler la vidéo direct. C'est ça. En tout cas, merci d'avoir honoré cette invitation, Clément, et bienvenue dans le Krusty Show. Il y a beaucoup de gens qui me disaient il faut que tu participes à la show, etc. Donc, c'est avec grand plaisir, les amis. J'en manque pas un, en tout cas, sachez-le. Ouais, bah c'est gentil, c'est gentil. Ça fait plaisir. Bah, les gars, par quoi on commence, Mika? On démarre par le cockfight. Non, ouais, comme tu veux. En fait, moi, ce que je voulais faire, c'était balayer l'UFC qu'il y a eu ce week-end déjà. On peut parler du main event qui était pour moi un main event de dingue. Ouais. J'ai trouvé que Vera, il a fait une performance de fou. Incroyable. Il revient de loin, surtout qu'il revient de loin. Au début, quand ça a commencé, je me suis dit, ça va être très très dur pour lui. C'est ça. Exactement. Ça. Et au final, sa stratégie, elle a été payante. Il a été payant, il n'a pas mis beaucoup de débit au départ. Et en fait, il cherchait il voulait finaliser le combat. Et il l'a pas finalisé quand même. Grosse performance de son adversaire, mais il y a presque eu 4 knockouts dans le combat. C'est incroyable. Et surtout, c'est vraiment des ascenseurs dignes des Half-Light, quoi. Les coups de pied qu'il a pris pleine face, etc. C'était vraiment impressionnant. On voit pas de tels coups de pied régulièrement, en tout cas à ce niveau-là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais en plus, c'est de cette manière-là qu'il a pu prendre le combat, parce qu'en vrai de vrai, Rob Font, il prenait les rounds, hein. Il gérait pendant au moins 4 minutes. Ça a l'air vraiment frustrant pour sa part, parce qu'il engage le combat. Et en fait, dès que Marlon Vera décide d'enclencher une première, il te met down, et c'est de cette manière-là qu'il prend les rounds. Il m'a vraiment surpris. Après, je l'ai trouvé un petit peu trop attentiste un petit peu, mais je pense que c'était peut-être sa stratégie. Et on voit qu'il cherchait vraiment le knockout power. Il cherchait vraiment genre le one punch, parce que je pense qu'à un moment donné, dans le deuxième round, il peut le mettre KO, mais j'ai vraiment l'impression qu'il prend son temps et tout, mais il a vraiment fait une masterclass, et il a quand même un fight IQ assez élevé, je trouve, là-dessus. Hein. Moi, c'est surpris, franchement. Le tournant, je pense, c'est le middle qu'il prend, tu sais, à un moment donné, il prend un middle, et c'est plus le même Font à ce moment-là quand il prend le middle. J'ai l'impression qu'il est vraiment touché au foie. Et là, il se dit, et après, je pense qu'il gère le combat aussi, parce que l'autre, comme il frappe tellement fort, c'est un peu le syndrome Connor, tu vois. C'est-à-dire que les gens qui tapent tellement fort, ils savent qu'ils ne peuvent pas tenir sur le long terme. Et le problème, c'est que Font, on sait que lui, il a un gros mental, c'est un dur à cuire. Et tu sais, il y a des légendes de salle. Hein. Les gens, ils savent tout, ne t'inquiète pas, ils se renseignent avant de lui dire, et toi, il est solide, lui, il a un bon cardio, etc. Ouais. Et la façon dont il avait l'appréhension d'essayer de le terminer, je me suis dit, t'as un mec qui ne veut pas se griller, tu vois. Un peu comme Diaz, je pense que si Diaz, tu le touches, c'est une bêtise de se ruer sur lui, de le terminer. Et là, je pense qu'il a reproduit un peu ce schéma. C'est plutôt intelligent parce qu'il s'est un peu baladé. Hein. Enfin, après, ça a été assez facile quoi, pour lui. Ouais. Et surtout, par contre, je sais pas vous, mais ça m'a fait bizarre le visage qu'il avait à la fin. Franchement, je trouve que là, l'intégrité des combattants, voilà, moi je trouve que c'est très limite ce combat, tu vois, de ce côté-là. Je pense qu'ils auraient dû intervenir pour l'image de l'UFC. Tu vois, si on ressort, pour le coup, ça me fait reparler du combat Benoît Saint-Denis face à
à Ezekiel, si on parlait de ce combat-là comme un combat qui aurait dû être interrompu avant la limite de temps par l'arbitre, effectivement, je trouve aussi que ce combat-là, par exemple, qui fait moins de débats parce que là, on est dans des combattants, à mon avis, qui sont plus expérimentés, main event, donc on sait qu'ils ont, voilà, c'est du top 10, donc on sait qu'ils ont l'habitude d'absorber des gros coups, mais effectivement, je trouve qu'au bout du 3e knockout, il devrait y avoir une règle qui dit que dans un combat, au bout du 3e knockdown net, on arrête le combat parce que là, pour le coup, je trouve qu'il y a eu un gros risque et qui, pour moi, était encore plus important que le combat Benoît Saint-Denis-Ezekiel où les knockdowns n'étaient pas aussi perceptibles. Ouais. Ça, les commotions cérébrales, ouais. Et en plus, ça nous choque à nous qu'on est quand même des gens qui sont habitués à avoir des combats difficiles. Donc imagine-toi le grand public, quand tu veux toucher des parts de marché, etc. Je sais pas si ça a montré des combats comme ça. Tu vois, en tout cas, avant la légalisation du MMA en France, c'est clairement que c'était pas une bonne image. Enfin, c'est pas sur ce combat-là qu'il aurait fallu communiquer. Après, ce qu'on peut saluer, c'est quand même le courage de Rob Font. Ça, il y a pas à dire, c'est un guerrier. C'est incroyable. Et la question que je me posais, moi, c'est est-ce que le cutting n'a pas joué? Est-ce que le fait qu'il ait forcé sur le cutting, ça n'avait pas joué? Et en fait, ma réponse a été non, dans le sens où c'est lui qui a mis du rythme. Il n'a pas été en déficit de cardio. C'est tout le contraire. C'est même Vera qui a plutôt géré ses efforts dans le combat et Font qui n'avait pas l'air épuisé. Donc, pour moi, Font, justement, il partait avec un avantage. Parce qu'il était plus lourd. Moi, je sais pas, presque, tu me diras ce que tu en penses, Clément, mais peut-être que le cutting a joué aussi dans le sens où, lorsqu'il se faisait à peine toucher, il prenait pas mal de knockdown. Et peut-être que quelque part, ça l'a fragilisé un petit peu, non? Mais on ne sait pas, tu sais, il y a des suppositions sur ce sujet-là, avec le corps calleux, etc. Parce que vraiment, ça serait la déshydratation aurait une relation directe avec la matière grise, la matière blanche, etc. Mais on ne sait pas réellement, parce qu'il y a des combattants qui font des gros cuttings en caisse, comme, tu vois, je pense à Khabib, par exemple. Khabib, il faut le porter. Des fois, on l'a pesé. Khabib, on l'a jamais vu faire l'ascenseur, alors qu'il a pris des missiles nucléaires. Donc, après, oui, ça peut avoir une incidence, mais après, est-ce que c'est pas l'autre peut-être qui frappe extrêmement fort? Tu sais, des fois, c'est un concours de circonstances. Et peut-être qu'aussi, je sais pas si ça t'est arrivé, toi, déjà, Mika, avec tous les combats que tu as fait, mais peut-être que quand tu as touché, quand on va dire, parce qu'il était quand même bien au-dessus au début, Font, et que d'un coup, tu te fais contrer, mais peut-être, tu sais, en fait, je pense qu'il était il était relâché, peut-être. Relâché. Voilà. Ouais. Et le fait d'être touché quand tu es relâché, c'est la pire des choses qui peut t'arriver. C'est vrai, je pense que c'est comme en début de combat, quand tu n'es pas encore rentré dans le combat, des fois, il y a des KO qui interviennent à 15-20 secondes, mais c'est parce que le corps, en fait, psychologiquement, même s'il s'est échauffé et tout avant de venir, il n'est pas prêt à encaisser tout de suite une grosse frappe. Non, mais c'est clair. Et c'est vrai que quand il y a une domination plutôt nette, on a tendance à s'enjailler, etc. Et il s'est fait contrer. En tout cas, c'était un sacré match. Ouais, vraiment, vraiment. Mais d'ailleurs, Mika, en parlant de knockdown, il y a un combat où... tu nous avais raconté une petite anecdote où tu te prends justement un knockdown et en fait dans le deuxième round tu reviens en pensant que c'est le premier round. Mais c'est exactement ça. Mais c'est ce qui m'a fait gagner ce combat. Je combattais contre Nicolas Musoke, mon gars. Écoute, j'avais 2 ans et demi de MMA dans les pattes. J'arrive en common event ça s'appelait le VFC en Finlande. Un mec, une armoire à glace Musoke, je te jure. Moi, 77 kilos à l'époque, je faisais 80 le jour du combat, tu vois. J'arrive dans la cage et en fait, il me met un knockout bras droit. Je tombe par terre. Moi, je sais pas ce qui se passe. Et le premier round s'arrête. Je repars dans la cage et là, j'ai la vision où je vois Mathieu Nicourt. Et je lui dis, qu'est-ce qui m'est arrivé? Il m'a mis un high kick. Il me dit, non, il t'a pas mis de high kick, tu vois. Moi, je comprends même pas ce qui se passe. Et au deuxième round, en fait, je suis arrivé dans le deuxième round comme si c'était mon premier round. Comme si j'avais pas eu le cardio du premier round. Et lui, il était fatigué, et c'est comme ça que j'ai réussi ensuite à m'imposer. Incroyable. Ouais, c'est Elias Bou aussi, s'était plus rappelé, tu sais, qu'elle avait affronté le Mexicain, là, Fulen, c'est Fulen au Brave. Et bien, en fait, à un moment, le Mexicain le contre, Elias, il perd connaissance. Il est pris, en fait, je pense qu'en touchant le sol, ça le réveille. Il le termine en triangle et il ne s'est pas rappelé du combat. C'est-à-dire qu'il a gagné, mais il était vraiment touché. Ouais, il a dit qu'il ne se rappelait même pas. Il se rappelle juste, en gros, d'avoir fait taper. Il me semble qu'il avait dit ça à l'Aïd. Comme quoi. Et après, on peut juste revenir sur vite fait, même pas revenir sur la performance, mais dire que lors de l'UFC, il y a Arlovski qui a battu ou qui a égalé le record de Miller sur le nombre de victoires à l'UFC, qui détient désormais le plus grand nombre de victoires à l'UFC. C'est incroyable, hein. C'est incroyable.
Antoine Simon, hier, il disait Arlovski est arrivé avant Dana White à l'UFC. C'est ouf, hein. Mais en fait, ce qui me surprend, incroyable. moi, c'est que je crois que c'est le dernier de sa génération qui est encore parmi le ranking des poids lourds. Peut-être avec Sergei, comment il s'appelle l'ancien, là. Tu sais, le boa constructeur, destructeur. Ou, Ah, le ouais, russe. ouais, ouais. Oleski. Oh, voilà, ouais, un truc comme ça, ouais. C'est à peu près ça son nom. Je crois que c'est l'un des derniers anciens qui est encore chez les poids lourds et en plus qui gagne contre des jeunes prospects en plus. Mais tu parles à l'UFC ou tu parles en général à MMA? Non, à l'UFC, là. Ouais, à l'UFC Ah non, je crois que c'est de sa génération en lui, je pense qu'il n'y a personne. Hein. J'ai Oui, pas il y a Oleski. Il y a Oleinik. Oui, mais de mémoire, je pense pas qu'il est arrivé la même année que. Je pense qu'il est arrivé quelques années plus tard. Ouais. Ouais, il est arrivé bien je après. pense que c'est lui le plus ancien. Ouais, bien sûr. Et même de tout l'UFC, non? C'est pas le plus ancien carrément de tout l'UFC. Tu crois que Miller, il est plus ancien encore? Il est arrivé. Son premier UFC, c'était l'UFC 28 en 2000, en l'an 2000. C'est incroyable. Ça fait 22 ans. C'est ouf. C'est incroyable. Et le pire, c'est qu'en fait, là, ces 4 dernières victoires, c'est contre des jeunes prospects. Hein. C'est pas contre des poids lourds qui sont sur le déclin. Hein. C'est vraiment des jeunes. Tu as Jared Vanderaa, Jacques Collier aussi, Carlos Felipe, qui était sur une bonne. Qui était sur pas mal de victoires consécutives. Et tu as Chaz Sherman. C'est que des jeunes poids lourds. Après, voilà, c'est pas non plus. Chez les poids lourds, mais ça reste quand même de la nouvelle c'est incroyable. C'est extraordinaire à son âge. Il marque 6 victoires en 7 combats. Sa seule défaite, c'est contre Aspinal. Quand tu vois ce qu'Aspinal il a fait à Volkov. Il faut préciser aussi que c'est le premier à avoir été dans le deuxième round avec Aspinal. Hein. C'est incroyable. Comme quoi, il est pas mal surprenant là-dessus. Ouais. Voilà, on peut passer aux événements de la semaine prochaine qui sont nombreux. Donc, je te laisse faire le choix de ce que tu veux. Ce que vous voulez, moi, les amis. Vu qu'on était sur l'UFC, je voulais qu'on finisse justement là-dessus avant de passer à l'actualité du MMA français. Là, on a beaucoup de choses à dire. Purée, pour ce combat-là, ça va être magnifique. Ouais. Là, tu vois, là, ça fait une passerelle directe. Hein. Tu parlais d'Arlovski, là, on parle d'une légende. Hein. Chez Congo, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. On peut parler du Bellator, ouais. Bellator. Ouais, pardon, ah oui, tu voulais parler de l'UFC, pardon. Mais moi, je trouvais que j'allais te parler de chez Congo, parce que c'est pareil, c'est incroyable. Le physique qu'il a affiché et tout, c'est stupéfiant. Cette longévité est incroyable. Après, je pense que déjà, c'est une longévité que tu peux te permettre d'avoir chez les poids lourds un peu plus facilement. C'est ce que j'allais dire, mais tu penses que cette longévité, elle est due au fait qu'il n'y a pas de coaching? Parce que j'ai l'impression que le coaching sur le long terme, ça abîme un combattant, on dirait, non? De toute façon, le cutting, aujourd'hui, tu demandes à Mika, c'est quoi le plus dur? C'est le cutting ou le combat ou la préparation? Il va dire c'est le cutting, c'est indéniable. Non, mais c'est le poids de manière générale, en fait, c'est le poids. Après, moi, déjà, je suis pas, faut le dire la vérité, je suis un gourmand, j'ai pas la meilleure hygiène de vie. Et moi, les cuttings, ça a toujours été, pour moi, la partie la plus difficile. Et j'ai toujours dit que combattre sans cutting, c'est difficile pour moi parce que je trouve que quelque part, l'énergie que je vais mettre dans le combat, c'est aussi parce que je me souviens que la préparation a été difficile. Et quand tu fais un régime difficile, etc., en fait, ça te conditionne à combattre. Donc, mais ouais, pour la petite info, chez Congo, je regardais, le premier UFC où il a combattu, c'est l'UFC 61 en l'an 2006. Donc, il est arrivé 6 ans après Arlovski. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, mais c'est stupéfiant. Mais ouais, le cutting, c'est extrêmement. Et après, on n'est pas tous égaux parce qu'il y a des gens qui ont de la facilité de non seulement perdre du poids, mais il y a des gens aussi qui perdent énormément de poids. On ne se rend pas forcément compte et surtout qu'ils le font n'importe comment. Je me rappelle du Tiger Muay Thai, tu sais, quand j'étais avec Taylor à Berlin, je les avais vu faire des trucs de dingue, quoi, mais des trucs de malade. Tay Sumo fait toute la clique, mais j'ai vu des trucs de fou. J'ai dit, mais c'est pas possible, ils ne pourront jamais combattre demain, ces mecs. C'était du n'importe quoi, ça buvait. Déjà, des trucs de fou. Une anecdote, à un moment, ils sont dans le sauna, donc je ne sais pas s'ils avaient compris que le sauna c'était pour se déshydrater, donc ils ressortent et au moment où ils sortent du sauna, ils se réhydratent. Et ils se faisaient du sauna des fois 2 jours avant. Donc des fois, mais des trucs de fou, des trucs incroyables. Et le matin, ils prenaient un petit déjeuner. Donc tu te disais, mais mec, pourquoi tu te fais. Non, mais là-bas, j'ai vu des trucs à l'UFC que c'est. Mais même à l'UFC, j'ai vu, moi, des trucs de. Ouais, voilà, tu disais à l'UFC, mais avec Taylor, nous, on hallucinait. On voyait des combattants, ils se faisaient des assiettes de crudités. Bon, c'était des crudités, mais quand même, les volumes étaient énormes. Et on voyait des combattants qui partaient au sauna 3 jours avant.
Ouais, Johanna, la polonaise, elle commençait à cuter 3 jours avant Sona. C'est incroyable. Ah oui, non, mais Johanna, elle était là. C'était le main event, tu sais, quand il y avait Taylor. Et je l'ai vu faire. Elle, je te promets que j'ai cru qu'elle allait mourir, carrément. Donc j'ai dit, elle ne c'est où peut parce pas combattre. qu'elle m'a l'air déjà fine, déjà hors combat. Alors là, vous me dites que t'es 3 jours avant. Oh, Donc il y a une grosse coupe de poids à ce moment-là. elle est dans un état. C'est incroyable. Elle aura je suis quasiment sûr qu'elle a vraiment des problèmes réellement. Hein. Je pense que les règles sont coupées, etc. Hein, quand elle s'inflige ça. Ça, c'est quasiment. C'est une certitude. Ouais, c'est sûr que les reins, ils prennent cher. Moi, je sais que, par exemple, quand j'avais affronté Sergio Moraes à l'UFC et Taylor, nous, on était un peu dans une optique où, je sais pas comment dire, on faisait pas des gros cuttings. Moi, je combattais à 77 avec Taylor donc le mercredi soir. Ouais, c'était le mercredi soir. Et puis, la pesée, c'était vendredi. Donc, le mercredi soir, on est parti à la piscine, au resort. Et en fait, on voyait les combattants commencer à cutter. Et donc, avec Taylor, on comprenait pas. Et on avait vu Moraes, il était déjà HS le mercredi soir, alors que nous, le jeudi soir, on a à peine cuté, on était au poids pour le vendredi. Et la pesée, à l'époque, c'était le vendredi après-midi, c'était même pas le vendredi matin. Ah ouais. Et la première chose que Moraes a fait lorsqu'il s'est pesé, donc la vraie pesée, hein, pas la pesée médiatique, il a ouvert une canette de coca et il a bu du coca. Tu vois, comme quoi, tu sais pas, les protocoles. C'est ça qui les avantage, on dirait, en plus. Hein. À l'ATT, en 2013, quand j'étais allé, j'avais discuté avec les mecs, et les mecs, il y avait beaucoup les Brésiliens, mais ils prenaient carrément 2 semaines de repos avant les combats pour gérer leur poids, tellement ils souffraient, tellement ils s'infligeaient des trucs atroces, tu vois. Bon, il n'y avait pas l'USADA, je crois, à l'époque encore. Donc c'était n'importe quoi, mais là, je t'explique même pas. Les mecs, il y avait les Thiago Alves. Quand je suis arrivé, il y avait Roger, tu sais, Brett Rogers, celui qui avait affronté Fedor, là. Il y avait. Mais quand j'y repense, les mecs, ce qu'ils faisaient, mais c'était incroyable. Et ils sont très crédules, les Américains. C'est-à-dire que les préparateurs physiques qu'ils avaient, c'était des videurs. Et en fait là-bas aux États-Unis, c'est en même temps, c'est très professionnel, mais à côté de ça, tu peux te faire passer pour un grand préparateur ou un grand entraîneur de pied-point. C'est incroyable. Tu peux te retrouver à entraîner Joe Jones alors que tu ne connais strictement rien. Non, mais je te promets, Mika, c'est impressionnant. Je te jure. J'ai vu des trucs chez Danaher et tout. Danaher, c'est le club où c'est les plus intelligents en termes de réflexion, etc. Et il y avait des mecs qui s'entraînaient à MMA. Et il y avait un mec, à un moment donné, il coachait un peu Gary Tonon, etc. Il y en avait un qui était très intelligent. Et tu en avais un, c'était un fou allié. Il y en avait un, je te jure, il faisait limite du Krav Maga. Un fou. Et lui, je sais pas comment il avait fait, il avait réussi à s'incruster. Et en fait, et je l'ai vu à la TT, j'ai vu des trucs. Mais j'étais là. Il y avait Brad Pickett qui se préparait à l'époque à ce moment-là. Et je voyais des trucs. Je disais, mais qu'est-ce qu'ils font les mecs? Je dis, mais c'est des malades, mais des fous, des trucs. Même les mecs, c'est la façon dont ils tenaient les pattes d'ours. Brett Rogers, il préparait ce combat, je crois qu'il allait affronter Overeem, je crois. Ou il allait affronter Fedor, je ne m'en rappelle plus. Il avait un combat de malade, le mec. J'avais pris une photo avec lui. Il y avait un mec qui tenait les pattes, Mika. Je te promets que le mec, il n'avait jamais tenu les pattes. C'était la 2e fois de sa vie qu'il devait tenir les pattes. Un mec, tu sais, les mecs, tu les vois, les mecs dans les salles de sport, etc. Les mecs en trusse tiennent les pattes. Eh bien, le mec, il ne savait pas. Il faisait que se tromper, Brett Rogers, parce qu'il ne comprenait pas, tu vois, ce qu'il disait l'autre. Et bien voilà, mais ça, c'est un exemple que j'ai vu. J'ai vu des mecs brillants et j'ai vu n'importe quoi, tu vois. Et c'était Grégory Baben qui m'avait dit que le préparateur de Dan Anderson, à l'époque, il avait fait un peu n'importe quoi pour Anderson Silva. Il s'était fait passer pour je ne sais pas quoi. Il m'avait dit, même Cyril Diabaté l'avait confirmé, il me semble, dans un podcast, où il avait dit qu'il faisait faire vraiment n'importe quoi. C'est pour ça que moi, qui badais beaucoup les Américains, etc. Quand je me suis rendu là-bas dans beaucoup d'académies, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était beaucoup de merchandising, c'est le pactage qui était très bien, mais à côté de ça, tu peux te faire passer vraiment. Tout est wonderful là-bas, tout est beautiful, wonderful, tout est génial. Je sais pas si ils sont un peu comme ça, quoi. Ouais, ils ont un côté aussi où ils s'enjaillent, et même si c'est mal, ils t'encouragent. Donc, du coup, c'est vrai, tu peux vite te retrouver. En plus, nous, vu d'extérieur, quand il y a un mec qui fait n'importe quoi, s'il le fait dans une grande salle, au début, tu vas même essayer de comprendre en te disant, attends, peut-être c'est moi qui loupais un truc. Tu vas pas tout de suite dire que c'est de la merde. Attends, tu vas dire, ah ouais, tu vois, tu vas essayer de t'intéresser et tu peux vite te faire endormir. Mais c'est parce qu'on est pessimistes, les Français. Ça m'étonne on est un peu pessimistes et méfiants. Ça m'étonne que tu me dis, Clément, parce que tu sais, moi, par exemple, je suis de la génération bien après vous. Et à un moment donné, j'entendais beaucoup que pour performer, il fallait y aller à l'étranger. Mais j'ai l'impression qu'en fait, en France, on n'est pas si mal au niveau des structures, surtout ces dernières années. Ça commence vraiment à bien se faire, quoi. Ah oui, non, mais alors, je ne parle pas de la structure. En fait,
l'avantage qu'ils ont par rapport à nous, c'est le contexte de haut niveau qu'ils ont mis en place. C'est-à-dire que, un peu comme a fait le MMA Factory, donc avoir un contexte professionnel avec un management, etc., c'est là où ils ont de l'avance par rapport à nous. C'est-à-dire que déjà, à l'époque, ils avaient des académies, et surtout, la chance est vraiment énorme qu'ils ont par rapport à nous, c'est qu'ils avaient déjà des sparring de très très haut niveau. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu arrivais dans une structure, comme je te disais, tu avais des mecs qui affrontaient Fedor, tu avais Thiago Alves qui allait affronter Georges Saint-Pierre, tu avais Hector Lombard qui était champion du Bellator. Donc en fait, tu tournais avec les meilleurs au monde, même inconsciemment, ça élevait ton niveau. Et ça, malheureusement, en France, aujourd'hui, on l'a avec Cyril, ou tu vois, ou Nassourdine, ou d'autres combattants. Mais Cyril, lui, comme il a fait la ceinture, automatiquement, un poids lourd, je parle comme toi, il va tourner avec lui, automatiquement, tu peux te rendre compte du niveau de champion. Et ça te rassure, parce que tu te dis, attends, je tourne avec le mec qui a un niveau de champion poids lourd UFC ou challenger. Mais ça, nous, en France, on ne l'avait pas. En France, Mika, ils tournaient entre eux, et tu es toujours dans l'interrogation de te dire, est-ce qu'ailleurs, ils ne sont pas vraiment beaucoup plus forts que nous? Et alors, le fait de voyager, c'est vrai que ça t'ouvre l'esprit. Et là où ils sont très... Ouais, et là aussi, où j'avais fait une vidéo sur le sujet, où j'expliquais qu'ils sont beaucoup plus impliqués que nous. Alors, c'est plus vrai pour le Sud. Hein. Vous, dans le Nord, vous entraînez beaucoup plus que nous, en termes de charge d'entraînement. Vous êtes beaucoup plus impliqués, les gens du Nord, que les gens du Sud, malheureusement pour nous. Mais là-bas, aux États-Unis, c'est très fréquent. Tu vois, le niveau, en fait, voilà, le truc qui m'a choqué chez Dana White, c'est pas le niveau de Gary Tonon, de Gordon Ryan et compagnie. Ce qui m'a choqué, c'est des pères de famille qui sont des tueurs à gages, que tu n'as jamais entendu parler, qui s'entraînent 2 fois par jour, qui font 1h30 le matin pour aller s'entraîner, 1h30 le soir, et les mecs n'ont jamais combattu de leur vie. Et les mecs qui tournent avec Gary Tonon, ils font tant avec lui. T'es choqué, tu comprends pas. Et bien ça, et en fait, t'en as pas un mec comme ça, t'en as 30. Et là, tu leur dis, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Ben moi, je suis cuisinier. Et comment tu fais pour venir t'entraîner? Ah ben non, mais sur ma pause, je vais m'entraîner. Je fais 1 heure de métro, je viens, j'en ai rien à foutre. Et en fait, ils ont cette implication, les Américains, je ne saurais pas te l'expliquer, mais ils ont cette culture de la gagne, de toujours avancer, même quand c'est pratiqué en loisir. Donc si tu tournes avec des mecs, c'est des tueurs à gages, qui tournent avec les meilleurs au monde, même s'ils sont inconnus, automatiquement, ça te fait des sparring, ça t'élève ton niveau. Parce que toi, tu te dis, moi, je combats l'UFC, ou je suis combattant professionnel, et le petit boulanger du coin, il s'entraîne 3 fois par jour. Je ne peux pas perdre contre ce gars-là, tu vois. Et, voilà. Et donc, ça élève le niveau. Et ce qu'il y a, c'est que tu n'en as pas un ou deux qui s'entraînent 3 fois par jour. Tu en as 60 sur le tapis. Donc, à partir de là, c'est obligé de te tirer vers le haut. Alors qu'un mec comme Mika ou toi, ben, ça se compte dans une structure, il y en a très peu, il ne faut pas se leurrer, les amis. La vie de combattant, c'est extrêmement difficile. Surtout, et je ne parle pas qu'en France, hein, parce qu'en France, franchement, ce n'est pas le plus difficile. Parce que nous, on a le chômage, tu vois, on peut en vérité truquer. Parce que les 90% des combattants, il faut dire ce qu'il y a, ils se mettent au chômage ou ils se mettent au RSA pour essayer de vivre après par la suite et de capitaliser. Mais tu as des pays que même pas. Hein. Tu as des pays, moi quand je suis allé chez United, chez les Miao, tu avais 6 ou 7 Brésiliens qui dormaient dans les sacs de couchage. Hein. Ils mangent du riz toute la journée et c'est des machines, des lions. Il y a Jefferson, un jeune qui était avec nous, qui était ceinture marron, qui est devenu champion du monde World Nogi, ceinture noire, c'était notre sparring avec Fred. Et là maintenant, je viens de voir qu'il est devenu champion du monde en ceinture noire adulte. Il a fait 7 combats, le mec. Jefferson, il s'appelle. Et ce mec, il était bon, il était très bon, mais c'était pas un tueur à gages. Mais depuis, il dormait sur le tatami, il a mangé du tatami, et ça te résume. Il y a aussi le travail, hein, c'est l'implication et le travail. Je suis d'accord avec toi. Sur le fait que, en fait, en France, déjà, on a les structures. N'importe quel pays au monde et qui fait partie, qui a la chance de faire partie des pays développés, vont avoir les structures. Tu as les structures. En France, ce qui manque, c'est plus de ressources humaines. Selon moi, en France aujourd'hui, par exemple, dans le monde du pied-point, on n'a rien à envier aux Américains. Ouais. Après, il faut pas oublier aussi qu'aux États-Unis, le MMA, c'est quand même un sport qui commence debout, je suis d'accord, mais dans lequel la lutte, quand tu sais pas lutter, ça peut vite devenir compliqué pour toi d'aller faire du MMA. Et eux, ils ont cette chance, c'est que déjà, ils le pratiquent depuis leur plus tendre enfance, on va dire. Depuis les cursus universitaires, ils pratiquent la lutte. Nous, en France, aujourd'hui, on le voit à plus haut niveau, tous nos combattants, c'est pas en pied-point. En pied-point, on a des génies. Et si tu regardes, on est dans toutes les plus grosses organisations et les gars performent. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on se rend compte dans les grosses teams, petites teams, moyennes teams, qu'à chaque fois qu'il y a un combattant qui perd français, en général, et après il y a des exceptions comme Abdul, hein. Attention, là par exemple c'est l'élite plus, mais c'est parce qu'on a des défauts de lutte. Et donc je pense que c'est pas la structure qui est en place qui est mauvaise là pour le coup, c'est vraiment non, c'est le moyen humain, c'est vraiment la qualité des sparring comme disait Clément, la qualité aussi peut-être de celui qui enseigne. Mais le problème c'est que si tu as un lutteur enfin, ce que je veux dire, t'es combattant de MMA, mais que quand tu vas au cours de lutte à 13h, bah, t'as que 3 mecs qui sont là, et ces 3 mecs que tu connais par cœur, et que t'en as pas 25 qui veulent t'arracher la tête, comme il dit, des cuisiniers qui, même s'ils performent pas, sont hyper bons, et ben, c'est compliqué.
Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on en est là en France, et c'est pour ça qu'on peut-être que des combattants sont tentés d'aller dans des salles étrangères parce qu'il y a une fréquentation plus importante. Ce que le Tiger a réussi à faire, par exemple, c'est que quand tu sais que tu vas au Tiger faire du sparring, tu sais que tu vas avoir 25 compétiteurs. Alors, ils vont pas tous être bienveillants, ça je préfère le dire tout de suite, mais par contre, au moins, tu sais que tu vas te retrouver avec 25 compétiteurs qui vont vouloir t'arracher la tête. Bon, la chance qu'on a quand on évolue dans sa structure en France, c'est qu'on est pris en charge et qu'il y a une forme de bienveillance. Mais c'est vrai que je pense qu'on a un problème de sparring. Et par exemple, à Paris, le souci, c'est qu'il y a 4 salles à peu près, voire 3 salles ou 2 salles qui sont plus grosses que les autres. Mais il n'y a pas d'interactivité. Quand tu regardes bien les salles aux États-Unis, t'as des grosses salles, mais elles sont dispatchées sur les États-Unis. Et les combattants aux États-Unis, ils n'ont pas peur d'aller faire 500, 600, 1500, 2000 km pour aller faire leur training comme dans une salle. En France, on n'a pas encore cette culture-là du déplacement, du voyage, d'aller chercher les sparring, de payer les sparring. C'est quelque chose qui je trouve que ça commence. Oui, ça c'est inenvisageable en France. Ça, je trouve que ça commence justement, moi, je vois beaucoup en tout cas via les réseaux, des petits rassemblements. Tu sais, par exemple, toi qui vas en ce moment chez Daniel Warin, tu sais, je vois pas mal de combattants qui commencent à faire des déplacements. C'est parce que je bénéficie de l'expérience de ma carrière et du nom que j'ai. C'est-à-dire que moi, quand je vais sparringuer, il y a une étiquette, ils savent que je vais leur apporter et tout. Toi, demain, tu me prends un amateur qui est bon, hein, qui est hyper bon, mais qui a rien prouvé sur le circuit, ça va être très compliqué pour lui de faire ce que je peux faire. Et moi, ce que je fais à mon niveau, je le conseille à personne parce que c'est pas ça évoluer dans une structure. Moi, ce que je conseille vraiment aux gens, c'est de trouver une structure qui propose le maximum de choses parce que le but, c'est quand même de minimiser ses efforts, de pas réfléchir, de mettre son cerveau en off et de confier sa prépa à une seule personne qui te donne ta planification que de faire comme je fais et d'aller m'entraîner un peu ici et de gérer ma planification. Ça, je peux le faire parce que j'ai l'expérience, que maintenant je sais plus ou moins, que j'ai pas l'envie de progresser. Je veux juste être à mon meilleur niveau. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui doit performer dans le circuit et qui veut s'améliorer, il doit confier ça à un professionnel, il doit se décharger de cette charge mentale. Donc, en fait, c'est marrant parce que c'est un sujet justement que je voulais aborder dans un autre podcast, mais tant qu'on y est, autant en parler. Donc, une question pour toi, Clément. Donc, tu penses qu'aujourd'hui, un gars qui devrait débuter, est-ce que ce serait utile pour lui, genre, d'aller dans un club de lutte, par exemple le matin, d'aller dans un autre club de boxe l'après-midi, tu sais, genre, de s'entraîner dans plusieurs salles? Tu penses que c'est utile ou comme il dit Mika, vaut mieux se concentrer dans une seule salle pour avoir, on va dire, les mêmes informations? Parce que je me dis que ça peut peut-être brouiller un petit peu les pistes de recevoir plusieurs manières différentes de s'entraîner, quoi. Et moi, je vais pas te dire, moi je faisais ça, donc j'allais à la lutte à 7 heures, après j'allais à la boxe à l'autre, mais j'avais pas le choix, parce que j'avais pas de club. Maintenant, aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir des gros clubs. Après nous, on a dans le sud, vraiment, un club qui me vient à l'idée, c'est celui de Jean-Michel Froissart, tu vois. Par exemple, avec Iliès Giroun. À Marseille, voilà. Vraiment, je te parle qu'il y a beaucoup de combattants au même endroit. Tu vois, une dizaine de mecs, avec Aymar, avec Yazid, enfin, tu vois, Vincent Delguera, enfin, vraiment des mecs, je te parle, vraiment un gros groupe. Tu vois, et après, il y a plein de clubs, mais comme la bonne école avec Laïd, Ilias. Après, tu vas avoir chez peut-être les frères Fernandez. Après, tu vas avoir chez peut-être chez Schiavo. Après, chez Aldric, bien sûr. Tu vois, voilà. Mais après vous, la chance que vous avez, c'est que, en gros, moi, je vois 2 gros clubs à Paris. Tu vois, de ma vision, je vois la Hatch Academy, où là, vraiment, ils ont des gros sparring en 66 kilos, en tout cas. Et après, le MMA Factory. La chance vraiment que vous avez au MMA Factory, c'est que non seulement il y a un hit coach qui arrive à superviser le truc, l'ensemble, hein, donc qui comprend la performance sportive, qui comprend les enjeux surtout du sport de haut niveau, et surtout, aujourd'hui, vous avez une ribambelle de lutteurs. Moi, Zélim, je l'ai connu à l'INSEP, tu vois, pour le rien, il le citait lui. Les gens ne se rendent même pas compte du niveau de ce gars-là. Je le vois tourner avec Damien Lapillus. Zélim, mais quand je te dis, c'est le seul Français qui est devenu champion du monde junior. Alors, je ne sais pas si c'est junior ou moins de 21 ans, je m'en rappelle plus. C'était junior, je crois. En lutte libre. Et c'est un mec qui a affronté Camiso en finale du championnat d'Europe. Il a affronté Jordan Buruch et tout. C'est un tueur à gages. Il a d'autres aussi, hein, il n'y a pas que lui, hein, d'autres caucasiens qui s'entraînent avec lui dans cette catégorie. Et ça, c'est un plus. C'est un plus incroyable d'avoir des mecs de ce niveau-là, parce que comme il dit Mika, là où on pêchait, c'était vraiment avec la lutte. Les États-Unis, ils ont cette culture de lutte. Hein, et comme en lutte aux États-Unis, ils gagnent strictement rien.
rien, hein, un peu comme nous, hein, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais automatiquement, quand ils ont vu des Randy Couture, des Dan Anderson, des Matt Lindan, qui eux étaient issus de la lutte, ça les a fait rêver. Et aujourd'hui, tu vois, ces lutteurs qui étaient à l'INSEP, ils basculent au MMA, il y en a de plus en plus qui viennent au MMA. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'ils veulent changer leur vie, parce qu'ils voient peut-être d'autres mecs. Tu sais, j'avais écouté un podcast de Montpellierin, Big Jam, avec les frères. Yacoub, etc., qui parlait de. En fait, c'est un mec qui partait au Daghestan faire des stages, qui est dans l'équipe de France de lutte, les frères Tomov, voilà. Abdullah, il disait que Khabib n'était pas très fort en lutte en réalité. Et en fait, je pense que ça, il le tient pas que de lui. Lui, il va faire des stages au Daghestan, il est en équipe de France de lutte, du coup. Et en fait, à mon avis, il y a beaucoup de Dagestanais, pas qui doivent l'avoir en travers la gorge, tu vois, mais qui doivent se dire, bordel, l'autre c'est une star mondiale, moi je suis un tueur à gages, je suis champion olympique de lutte, et tu sais, je finis. Si tu es judoka en Russie, c'est très bien, parce que Poutine aime le judo, donc automatiquement après tu es financé. C'est les judokas qui m'avaient expliqué ça, parce que lui c'est un fan de judo, je crois que tu as 1 million d'euros si tu gagnes, que tu es judoka. Mais en lutte, bon, certes, si tu es Sadoulaev, ben oui, c'est un extraterrestre, bon, bien sûr qu'après il te met bien, mais voilà. Donc en fait, voilà, je pense que si tu as la chance d'avoir un club comme le MMA Factory ou la Hatch Academy, que là tu as des sparring dans toutes les disciplines, des mecs très forts en grappling, etc., ben là, c'est bien de directement d'aller dans ces structures, mais attention, c'est pas parce que tu veux. En fait, la question, elle peut être prise de deux façons. Parce que la question, c'est parce que je l'ai tout le temps cette question, est-ce qu'il faut que je m'entraîne en MMA ou est-ce qu'il faut que je fasse des compartiments ? Et alors, les deux se défendent. Le MMA, oui. Théoriquement, oui, en MMA, parce que tu ne faut pas prendre des mauvais automatismes, mais le problème aujourd'hui, et là, Mika va me rejoindre totalement, c'est est-ce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs en France de MMA ? Et c'est là, parce que les détails, parce que tout mélanger, c'est pas faire du MMA. S'entraîner à MMA, boxer comme il fait Trevor Whitman pour le MMA, c'est autre chose, tu vois. Cyril, il a réussi à transférer sa boxe au MMA. C'est pas donné à tout le monde. Il y a des mecs qui sont sûrement beaucoup plus forts que Cyril en boxe, mais qui n'arriveront jamais à faire un quart de ce que Cyril produit. Tu vois, il y a des mecs qui sont plus forts que Francis Ngannou en boxe anglaise, mais qui n'arriveront jamais à transférer leur boxe anglaise au MMA. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que ça dépend des individus, ça dépend du coach qui va te prendre en considération. Et après, quoi qu'il arrive, tu devras quand même travailler ton grappling, ta lutte. Vous le voyez bien. Exactement. Il faut aller chercher de toute manière les compétences là où elles sont. Si elles ne sont pas dans ta salle, il faut aller ailleurs. Et si dans ta salle, par exemple, on te propose un coach qui ne te convient pas, tu n'as pas le choix. Tu vas aller ailleurs pour trouver le coach. Mais là où je rejoins Marco, et il met le doigt sur quelque chose, c'est que en plus de ton head coach qui est le seul, normalement, enfin le seul, c'est le coach MMA, donc c'est celui qui a une vision globale MMA, etc., qui va gérer avec toi ta planification, ta charge d'entraînement. C'est archi important que le gars qui t'enseigne le grappling ou le gars qui t'enseigne le kickboxing ou le gars qui t'enseigne la boxe anglaise le fasse dans l'optique de te dire que tu vas la pratiquer dans du MMA. J'ai aucun intérêt à prendre les appuis d'un boxeur en anglaise parce que ça n'arrivera pas en MMA parce que j'ai cette incertitude d'aller au sol. Et aujourd'hui, quand je te dis les ressources humaines qui nous manquent, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir des profs de lutte qui sont très bons dans le domaine de la lutte parce qu'on a des lutteurs qui sont bons en France. Ouais. Mais il faudrait ramener la lutte avec l'appréhension de la boxe, par exemple, pour qu'ils comprennent que quand tu luttes quelqu'un, tu peux recevoir des coups, de la dirty, etc. Et une fois qu'ils ont compris ça, alors effectivement, on peut mettre un step et passer à autre chose parce que l'enseignement serait efficace. Oui, complètement, mais je suis entièrement d'accord. C'est ça, je suis d'accord avec vous, parce que moi, il y a quelques années, justement, j'avais été au Tiger, et on va dire que c'était la première fois que je recevais un enseignement de lutte adapté au MMA. Et en fait, moi, à l'époque, je faisais pas mal de grappling, et lorsque j'avais combattu au Danemark, tu sais, je m'étais retrouvé en side control sur le mec, et en fait, tellement je faisais beaucoup de grappling, je lui avais mis aucune frappe au sol, tu vois. Et en fait, justement, on arrive en factory, quand j'ai suivi les cours de Fernand Lopez, c'est vraiment la première fois, on va dire, que je ressentais que c'était du MMA, parce que la lutte, elle était adaptée au MMA, les cours de ping-pong sont adaptés au MMA, et c'est vrai que moi, à l'époque, personnellement, quand je me rends compte, j'ai pas l'impression que je faisais du MMA, j'ai vraiment l'impression que je faisais de la boxe, du grappling séparé et de la lutte séparée. Et en fait, quand tu te rends compte, faire le mix, c'est complètement différent après ça, en fait. Oui, parce qu'on a des temps d'arrêt. On a des temps d'arrêt et on ne se rend pas compte. Et quand on se filme, c'est là où on s'aperçoit. Moi, je vois que mon passif d'avoir découpé les disciplines, quand je fais des sparring en MMA, j'ai des temps d'arrêt sur mes transitions, etc. J'essaye d'y pallier. Bon, après, moi, je m'en fous, je suis personne. Mais ce que je veux dire, c'est que même en pratiquant le MMA par la suite, même en essayant pour mes élèves de progresser dans cette discipline, je vois que j'ai quand même gardé ces temps d'arrêt parce que, comme il dit Mika, j'ai emmagasiné des schémas moteurs qui maintenant, je n'arrive plus à les enlever. J'arrive plus à. Et un truc, tu vois, ça me fait penser à un truc, tu vois. Un jour, on travaillait des thèmes avec Mika.
Et un jour, tu te rappelles, on travaillait les double legs, tu sais, on démarrait en double leg. Et moi, j'avais développé un truc pour le MMA, c'était ma tête. Tu sais, je la collais sur le plexus. Je sais pas si tu te rappelles, Mika, de ça. Bon. Ouais, non. Et à un moment donné, Ouais, on part et je fais une rotation et je tombe dans ta garde. Et quand je tombe dans ta garde, tu me mets des coups avec le pouce. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Mika, Ouais. c'est le roi des coups vicieux. Non, mais tu vois, et ben ça, j'ai dit à Fred, je l'ai marqué. J'ai marqué ça. J'ai marqué un autre truc que tu m'avais fait, c'était des coups de coude sur les avant-bras quand j'étais dans ton dos. Je sais Ah pas ouais, si- ça c'est voilà. ouais, Voilà. c'est Et en fait, ça. tout ça, je l'ai marqué sur mon cahier, tu vois. Parce que moi, je marque pour me rappeler des choses. Tu vois, je te le ressors maintenant. Mais en fait, tu vois, ça, c'est du MMA. Ça, c'est-à-dire que tu ne l'apprends pas nulle part, ça. C'est des tips que tu vas développer, des compétences que tu développes en fonction de tes sparring, de tes thèmes que tu vas travailler, etc. Et c'est là, malheureusement, je pense, parce que c'est un sport nouveau, hein, il ne faut pas se leurrer en France. Mais voilà. Mais maintenant, c'est déjà extraordinaire qu'on arrive à performer au plus haut niveau avec Saladin, par exemple, avec Cyril, tu vois, et tant d'autres. Assou, Euh, Manon. voilà, oui, Mais c'est Manon, incroyable. En fait, ce que incroyable. les gens, faut qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, on est quand même, nous, en MMA en France, faut comprendre que ça fait 2 ans que c'est légalisé en France sur les terres françaises. Et là, actuellement, on a 4 prétendants. Moi, je le dis clairement, on a 4 gars qui sont susceptibles dans les 3, 4 prochaines années d'aller chercher la ceinture à l'UFC. Je parle de Saladin Parnasse, je parle de Nassourdine, je parle de Manon et je parle de, évidemment, Cyril Gane. C'est incroyable. Et surtout, quand tu regardes derrière ce qui se passe, moi, je vois les petits nouveaux là qui arrivent. Bon, on a un gars qui s'entraîne aux États-Unis que je trouve très fort. On va entendre parler de lui, c'est Dylan Salvador. Il est très fort. On a Azael, c'est un tueur à gages. Alex Sola, qui a encore gagné ce week-end, c'est un tueur à gages. En fait, on a en France des gens là actuellement, on se rend pas compte. On a Abdul. Abdul, c'est incroyable. Qui, bon, lui, il est plus dans les rookies, il est déjà en place. Mais ce que je veux dire, en France, on a des niveaux de dingue. Et c'est pour ça qu'on a la chance maintenant, en plus, c'est de pouvoir suivre leur carrière dans des organisations françaises, à des heures françaises et accessibles à la télévision. Et là, je pense qu'effectivement, on va pouvoir maintenant même intéresser justement les instituteurs, ceux qui font les cours de lutte, peut-être qu'ils vont se dire, bah tiens, moi je vois des choses en MMA, je peux amener ma paire à l'édifice. Et je pense que là, justement, on va avoir une nouvelle vague d'instructeurs, si on peut appeler ça, ou de professeurs qui vont arriver et qui vont s'intéresser au MMA et qui vont être issus d'une autre discipline. Parce qu'ils vont voir des choses et ils vont dire il y a moyen qu'on révolutionne un peu les choses. Ah oui, mais je suis complètement d'accord. Hein. C'est ça, c'est bien ça. On passe au Bellator ou pas? Ouais, on va passer au Bellator. Ouais. D'ailleurs, il y a un combat qui a été annulé, je crois, par rapport avec la Fédération française. C'est Joël Quadja. Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est ce combat-là. Et en fait, je crois que c'est par rapport à la différence de combat. Je crois, différence de combat, parce que Joël, il a 14 combats et son adversaire qui a été prévu, il est à 4 combats. Et je sais que ça, c'est une règle qui pourra poser pas mal de problèmes si justement l'UFC venait en France. Par exemple, Fernand avait justement donné l'exemple que si en France on avait fait le combat de Volkov contre Cyril, ça n'aurait pas pu être possible. Et moi, personnellement, cette règle-là me dérange beaucoup, moi, parce que voilà, on a été l'un des derniers pays à légaliser le MMA. Et donc, faire cette règle-là, ça ne facilite pas les choses. En fait, moi, je pense que mettre la règle est une chose. C'est bien de mettre des règles, il n'y a pas de souci. Mais si tu mets une règle aussi stricte, tu es obligé derrière d'avoir un gars qui valide et qui fait du cas par cas. Tu ne peux pas dire à une organisation comme le Bellator ou l'UFC, c'est triste à dire, mais c'est une réalité. Tu peux pas leur dire vous allez gérer cette carte de la même manière que je gère le FFA Challenge ou le MMAGP. Parce que en face, on a des professionnels. Maintenant, pour le combat de Joël Quadja, je peux l'entendre. Parce que si tu regardes bien dans le passé, ce qui s'est passé une fois en MMA en Finlande, Taylor Lapillus avait signé en short notice contre Denis Silver à l'époque. Ouais. Et les institutions finlandaises ont un peu comme dans le même système qu'en France, ils vérifient les cartes et ils valident les cartes MMA. Après, Miguel, excuse-moi de te couper, mais j'ai l'impression que c'est peut-être parce que Taylor, il avait que des combats en pancrace aussi. Oui, peut-être. Après, je peux pas te dire comment ils ont analysé la chose. Non, je crois que c'était ça, parce qu'il avait que des combats en pancrace. Et il faut aussi dire que Denis Silver, c'était quand même quelqu'un. Oui, c'était pas rigolo. Hein. Il avait 9-1. Denis Silver, c'est quand même à l'époque, c'était quelqu'un qui était dans le top 10, je crois, ou top 15. Oui, top 10 même, je crois. Il avait même pas affronté Conor McGregor à l'époque, Denis Silver, pour resituer la chose. Donc, c'était pas le Denis Silver qui était sur le déclin, c'était le Denis Silver qui était là.
Et ils ont décidé d'annuler le combat. Donc après, moi, je dis pourquoi pas en France, c'est bien aussi d'aller parfois au-delà de ce qui se fait naturellement, etc. Mais parfois, effectivement, comme tu le dis, un gars comme Cyril Gane, tu pouvais pas l'interdire de combattre contre un mec qui avait 20-0 ou 20 combats. Et des exemples, on peut en citer plein. Aujourd'hui, moi, je vois des combats qui vont se faire en MMA. Les palmarès comme ça semblent égalité, mais si tu analyses les cartes, tu sais tout de suite qui va gagner. Donc ça, c'est un truc sur lequel je suis déjà monté, entre guillemets, au créneau, sur lequel j'avais déjà dit que c'était pas une bonne chose de résoudre de la même manière. En fait, je pense pas que tu puisses le faire de manière systématique ou systémique, on va dire. Tu es obligé d'adapter à un moment donné en face de qui tu as en face de toi. Tu peux pas traiter l'UFC de la même manière que tu traites une organisation de petite taille. C'est ça. Et on peut dire quand même que le Bellator, c'est pas une petite organisation. Hein, donc, c'est pour ça que je suis un petit peu surpris en fait, du fait qu'ils annulent ce combat. Le président, je pense qu'il a dû dire, mais c'est quoi ce pays? Il a dû halluciner, je pense, quand même. Non, mais sincèrement, il a dû se dire, mais c'est une histoire de fou. Le pire, c'est qu'en fait, le combat, il a été annoncé il y a maintenant peut-être plus d'un mois, et je comprends pas pourquoi ça se fait toujours à la dernière minute. Mika, je sais pas si tu te rappelles, sur l'édition du MMH Grand Prix, il y avait un combat à Lyon contre un Canadien. En fait, pareil, c'est à la dernière minute qu'ils ont annoncé le combat. Et le Canadien, surtout qu'il était bon, le Canadien. C'est un mec qui avait fait un combat à l'UFC. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce qu'en fait, il avait une inactivité de 2 ans, je crois. Et en fait, non, mais c'était à cause du Covid. C'était à cause du Covid. C'est pour ça que je te dis, des fois, ça n'a pas de sens. Mais Juan Mika, le mec a affronté Jean Hendoy, l'Irlandais, il avait 1-0, le mec. Il avait, je sais pas combien de combats amateurs qu'a battu Jean Hendoy, un tueur à gage. Un tueur à gage. Au Bellator, ouais. Un tueur à gage, le mec. Il avait 1-0, s'il te plaît. Et Jean Hendoy, il faut le prendre, hein, parce que Jean c'est un tueur. Hein. Ouais. Et le mec, il arrive, hein, et je te dis, il a fait du rabib, quoi. Incroyable. J'étais scotché. C'est ouf. Et je me suis entraîné, en plus, avec cet Irlandais, je crois. C'était un gars du SBJ, non? Non, c'était un autre club, il me semble. C'est pas du SBJ. Mais tu vois, et le pire dans tout ça, enfin, le pire, entre guillemets, c'est que j'ai presque envie de dire qu'en plus, celui qu'on préserve dans l'histoire, c'est même pas le français, là. Oui. C'est son adversaire, qui est italien, qui a 3-1. Et qui est pas mauvais, hein, parce que j'ai regardé son palmarès. Tu vois, il est loin d'avoir un palmarès construit. Il avait déjà combattu à 2 reprises au Bellator. Il avait déjà gagné. C'est pas un gars facile. C'est un gars qui connaît le MMA, qui en amateur a 4 victoires pour 4 combats, qui en professionnel a 3 victoires pour 4 combats, dont 3 au Bellator. C'est énorme déjà comme palmarès. C'est pas un petit palmarès. Et en face de lui, on a Joël Quadja, pareil, tu le dis, mais qui a évolué beaucoup en pancrace. C'est pas les mêmes. Donc effectivement, j'ai trouvé que, tu vois, ne pas faire du cas par cas, surtout quand tu as un gars comme Joël Quadja en face de toi, faut lui expliquer, le mec, attends, c'est un Français, il est là pour la chance de sa vie, il combat à Bercy, ça se reproduira peut-être jamais dans sa vie. Et on lui dit ça, franchement, j'ai mal au cœur pour lui. Non, c'est compliqué. Et il y a ensuite, mais la carte a eu des coups durs. Hein. Yoel Romeo face à Melvin Manoff annulé. Mais il est affronté, c'est un lutteur qui l'affronte. Ouais, il y a un remplaçant. Ouais. En fait, Yoel Romeo, il combat toujours, mais c'est plus. Il affronte ça. Il est pas mal. Hein. Il est pas mal, franchement. Mais... Bon, après, c'est Romero en face. Hein. J'aurais aimé voir Romero face à. Ah oui, moi aussi. Romero, tu vois, ça avait un côté explosif. On sait déjà ce qui serait passé. Ah, c'est clair. Ils allaient s'arracher la tête. Soren Bach contre Saul Rogers. Franchement, quelle déception aussi que ce soit annulé ce combat. Je savais pas ça. Ah oui. Ah bon? Et je savais pas qu'il était annulé. Non, mais c'est vrai qu'il y a la carte devant moi et le combat, il a sauté. Et il n'y est plus Soren Bach, du coup, il n'y est plus. Si, il combat, mais il combat Charlie Léry, un Anglais qui est pas mal, hein, qui est bon. Mais c'est pas Rogers, quoi. Parce que c'est vraiment France-Angleterre, hein, le Bellator, là. Je sais pas si tu as remarqué, ils ont fait un France-Angleterre, quoi. Ils auraient pu le nommer comme ça, hein, sincèrement. Bah, ils ont presque fait... Après, il y a 2 combats quand même. Il y a 2 oppositions franco-franco. Alors, je sais pas comment vous voulez qu'on prenne la carte. On peut balayer ça quand même assez vite, hein, assez rapidement. Mais on a un gars de la FFA qui affronte Bourama Kamara qui affronte Victor Vercher. Ouais. Après, je connais pas du tout Victor Vercher. Je sais pas du tout si quelqu'un le connaît ici. Non, c'est un gars qui a 5-1. Il a 6 combats de MMA. Apparemment, il est très, très, très fort au sol. Bon, voilà la seule chose qu'on ait pu me dire de lui. Mais je ne le connais absolument pas, pour être honnête. D'accord. Bourama, on l'a vu au Fight Challenge contre Wissem. Et on a vu ses failles, justement. On a vu que ses failles, c'était au sol, parce que Wissem, qui est très fort au sol, a réussi à
a gagné ce combat, notamment grâce à ses phases de sol. Ouais. Donc, on peut penser que la stratégie, en tout cas de Victor Vercher, ce sera d'aller au sol et celle de Bourama de rester debout. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir des gars. Moi, perso, ça me fait plaisir de voir des gars qui ont évolué au FFA Challenge il n'y a même pas un an de ça et à qui aujourd'hui on donne la chance de combattre. Parce que pour moi, c'est un rêve. Combattre à Bercy, je le dis, mais attends, de combattre à Bercy en MMA dans une organisation qui est quand même énorme, même si Bellator, à mes yeux, est pas l'organisation que je préfère, mais c'est quand même un truc de dingue ce qu'on leur propose aujourd'hui. Là, c'est incroyable. Merci, non, mais c'est incroyable. Et puis surtout sur cette carte. C'est surtout ça, pour le main event. Cheikh Congo, c'est quand même notre ambassadeur à tous. S'il y a bien une personne qui a représenté le MMA de la meilleure des manières, c'est quand même lui. Mais en fait, justement, le fait que ce soit emblématique en fait, le fait que ce soit emblématique, j'ai l'impression que c'est pas forcément beaucoup médiatisé, c'est pas vraiment épais cette carte. Non, mais ça c'est franchement, encore une fois, c'est comme l'Hexagone. Je comprends pas une organisation qui est prête à mettre 200 000 € par événement. Eux, c'est beaucoup plus. Le Bellator, c'est beaucoup plus. C'est au moins presque 500 000 en tout, je pense. Comment tu peux te foirer autant sur la communication? Sincèrement. Regarde, juste le compte Instagram de Bellator France, il a même pas 10 000 abonnés. Mais ils peuvent dire merci à RMC pour le reportage qu'ils ont fait sur Cheikh Congo. C'est le seul, il n'y a que qu'on communiqué. Donc ils peuvent dire merci à RMC, sincèrement. Et le MMA français peut dire merci à RMC de manière générale. Oui, complètement. Même moi, RMC, il m'avait surpris par la qualité du reportage qu'ils avaient fait, surtout après combat, entre Cyril Gane et Ngannou, qui était juste magnifique. Ah oui, c'est incroyable. Leur ligne éditoriale, elle est quand même bien et on peut leur dire merci pour beaucoup de choses. Et on voit qu'ils mettent de plus en plus d'événements. Franchement, gros boulot de leur part. Ils croient en MMA et ça fait plaisir. C'est ça. Moi, je voudrais aussi qu'on parle de Fabakary contre Jordan Barton. Fabakary de la Hatch Academy. Je trouve que malgré qu'il ne s'exprime pas assez souvent, il est à peu près, on va dire, sur une cadence d'un combat par an. C'est vraiment, on va dire, à peu près comme Mika, non? Ouais, 2 combats, je dirais. Mais t'as raison, il combat pas beaucoup. T'as raison. Ouais. Mais je dirais 2 combats. Tu sais que Fred dit que c'est le plus fort. Mon associé dit que le plus fort français à 66 kg, pour lui, c'est Fabakary. Ouais. Lui, il me dit qu'il est quasiment sûr que c'est lui le plus fort. Il a un physique assez impressionnant. Moi, je dis que c'est Saladin, il me dit qu'il pense qu'il n'est pas bon. Ça dépend comment on voit ça, parce que, en fait, lorsqu'un gars, on va dire, qui ne connaît pas bien le MMA, il va voir ça dans l'extérieur, il va dire que c'est Saladin, parce que voilà, Saladin, il a ce côté assez explosif, ce côté un petit peu jeune fougueux, qu'en fait, Fabakary, comme je t'ai dit, il ne s'exprime pas assez souvent, mais c'est vrai qu'il a un niveau très relevé quand même. En tout cas, il a l'air, parce que même il a affronté, tu sais, celui du Cage Warrior qui est fort, là. Je ne sais plus son nom. Tu le connais, toi, Mika. Tu sais, celui qui boxe, là, qui est spectaculaire. Qui a regagné la ceinture à 61, je crois, d'ailleurs. C'est ça. Qui remonte à 60. Il a fait un match parfait contre lui. Vraiment, il m'avait impressionné. Il est très fort. Oui, c'est ça. Exactement. Mais il affronte un Anglais qui est un vétéran du Cage Warriors, qui avait déjà combattu aussi au Bellator. Donc, en tout cas, Fabakary, c'est un gars, on n'entend pas parler de lui, pas de sortie médiatique. Franchement, c'est une crème ce combattant. Maintenant, il fait partie pour moi des meilleurs 66 en France. Je le dis, à 66 kilos en France, on a la chance d'avoir des combattants de fou. Et on va d'ailleurs avoir, là je fais un petit clin d'œil parce que ce combat, c'est le combat qui me chauffe le plus que j'ai envie de voir. William Gomis contre Alioune. Ça va être un combat de ouf à 66 kilos. Mais à chaque fois, je le dis, je le redis. Et c'est pas. Mais c'est où ça? C'est au Arès, le 25 juin. Ça va être un sacré match, ça. Bah ouais, en plus, c'est sur la carte Abdou vs Karl. Là, ça va être une grosse carte. Il n'y a rien à dire. Franchement, d'ailleurs, je te laisse finir. Non, juste à 66 kilos en France, on a Saladin Parnasse qui, pour moi, est en tête. On avait Anthony Dizzy qui, pour moi, était derrière, qui tirait la locomotive. Il s'est retiré. Derrière, on avait des Morgan Charrière, William Gomis, Alioune. On avait Elias Boumezgan. On a Fabakary Diatta. Derrière, on a des gars comme Azael qui poussent. Franchement, on a des mecs comme Ramzan. Oui, Ramzan aussi. Non, mais on a une sacrée catégorie. À 66 kilos, franchement. Je trouve que 66 kilos en France, c'est un truc de dingue. C'est notre catégorie. Ah ouais, c'est celle la plus relevée en France. Vraiment, c'est la plus relevée.
Sinon, il y a un autre combat qui vous hype Bah sur cette après, carte-là. voilà, il y en a deux autres, mais déjà on peut parler peut-être de Mathieu Leto qui a été un peu parachuté dernière minute par Ibra, par le management de Ibra TV qui Ibra s'est mis TV. dans le MMA et qui s'est associé avec Guillaume Pelletier. Là, hier, on Ouais. l'a vu, ils l'ont officialisé, ce qu'on disait la semaine dernière. Ouais. Donc, combattant à suivre parce qu'il est généreux, il est un peu foufou, mais il est très généreux. On a Lucie Berthaud qui avait fait Koh-Lanta et qui commente avec moi parfois sur Fight Nation ou RMC Sport, qui combat une Polonaise. Ça a été un combat difficile, mais hâte de le voir aussi parce que elle fait souvent des belles performances. Et ensuite, moi, perso, j'ai mes trois combattants, c'est presque trois copains. J'ai Thibaut Gouti qui affronte un gars solide, Lewis Long, le gallois. T'es très fort. Et Lewis Long, comment je le connais, moi, c'est parce qu'en fait, il avait battu un des gars que j'ai affronté qui s'appelle Ryan Scope. Et je peux vous dire que Ryan Scope, il est Obama, très... Ouais. Non, mais il a un sacré palmarès, lui. Hein, et en plus, il me semble qu'il reste sur une série de victoires. Bah, il a 2 victoires au Bellator. C'est par soumission en plus. Franchement, très solide. Donc déjà, pour Thibaut Gouti, moi, c'est quelqu'un que je suis parce que Thibaut Gouti, je trouve que c'est un personnage. Franchement, ce gars-là, quand tu le connais, c'est un personnage. C'est un ouf. De toute manière, lui, soit t'accroches, je pense, soit t'accroches pas. Moi, j'ai accroché avec lui. Je l'ai connu au Tiger. Et je trouve que les résultats à l'UFC qu'il a pu faire sont pas forcément à l'image de ce qu'il fait, en tout cas à l'entraînement. C'est quelqu'un de très solide et j'ai hâte de le voir là en action au Bellator. Et je crois que tu allais finir avec Yves Landu. Non, ensuite Grégory Baben, qui pour moi, il me régale à chaque sortie. C'est ce que je dis, à 84 kilos, pour moi, c'est le très, meilleur. Très fort, c'est le meilleur de loin. Moi, là où il a fini de me convaincre que c'était un tueur à gages, c'est quand il a soumis Glenn Sparv au Ares numéro 1, qui s'était déroulé au Sénégal. Au Sénégal. Et enfin, Yves Landu, voilà, le poteau ultime qui combat. C'est un bon mec, Yves. Mais ouais, c'est un bon. Yves, je connais pas un mec. Je connais pas un mec dans le monde du MMA qui peut dire un truc négatif sur Yves. mais moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que tous ces combattants français qu'on a, j'aimerais bien les voir sur arrêt justement pour des rencontres contre d'autres Français. Yves Landu contre un Français, comme à l'époque, tu sais, je sais pas si vous vous rappelez, Yves Landu contre Naïe Bezam, c'était un combat qui avait fait pas mal de bruit, tu vois. Bon là, actuellement, ça se ferait plus, mais j'aimerais bien quand même voir Grégory Baben contre un Français à Arès, ou même voir Yves Landu, ce serait peut-être pas mal, non? Que de les voir contre des étrangers. Ah non, mais complètement. Après, moi, c'est ce que je me tue à dire depuis tout le temps. J'ai dit, et d'ailleurs, c'est le Arès au début, je comprenais pas la politique des cartes du Arès au début. Ce que je disais, d'aller chercher des étrangers, c'est bien pour le roadster, et il en faut. Mais je comprenais pas qu'on s'acharne à mettre dès le début des combattants qui sont pas franco-français. Parce que moi, perso, qui suis spectateur, c'est mon kiff, c'est de voir des Français s'affronter. Quand moi, je vois Michael Sardi vs Bessangour sur la carte, ou que je vois William Gomis vs Alunai, ou que je vois Abduragimov vs Karla Moussou. Et il y a un autre combat qui s'est ajouté, un Damien Lapillus contre Ilyes Giroud pour le 25. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable, exactement. Ouais. Moi, pour nous, après Mika, attention, là je te coupe, excuse-moi, mais ça passe sur FC Fight Pass avec des commentateurs anglais et tout. Il faut prendre ça aussi en considération, tu vois. C'est vrai. Parce que moi, je te dis franchement, quand le Cage Warrior, il n'y a que des Anglais qui combattent, ça me saoule. Tu vois, par exemple. Et des fois, il y a des tueurs à gages. Hein. Mais tu vois, c'est dérangeant. Quand c'est dérangeant. En fait, ouais, c'est vrai que dès lors que tu passes sur UFC Fight Pass et que tu veux être une organisation internationale, tu te dois de mettre tu vois, là, il va dire, ils font que combattre les Français. Mais là, moi, en tant que fan, ça me hype plus qu'il y ait que des Français, je te dis en toute honnêteté. Hein. Moi, par exemple, ce que je dis, et je démords pas ça, c'est que les débuts de cartes, pour moi, c'est logique que ce soit du franco-français pour voir un peu qui émerge du meilleur. Et une fois que tu as créé ton roadster, par exemple, le combat de Wissem qui combattait, j'ai oublié son nom. Intermer. Voilà. Et ben ça, c'est un combat qui avait du sens. De la même manière que de voir aujourd'hui Taylor face à Peña, ça a du sens. J'ai plus d'intérêt à voir Taylor face à un Français. Moi, je m'en fous maintenant. Taylor, on sait qu'il est au-dessus de ça. Damien Lapillus qui fait la ceinture, maintenant que ce soit français ou étranger, on s'en fout. Il doit défendre sa ceinture face à ce qui se fait le mieux dans le roadster. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand tu es un peu au début de carrière, comme Michael Sardi face à Bessangour, moi, ça m'intéresse plus de voir les deux s'opposer pour voir qui est le meilleur que de ne pas les voir s'opposer.
Et les Français, dans la tête des Français, le problème, c'est que beaucoup se disent, ouais, mais si je perds, ça met un terme à ma carrière. Mais c'est faux. C'est pas parce que tu perds à un moment donné au début de carrière que au contraire, vaut mieux que la défaite intervienne tôt en carrière pour que tu puisses prendre les leçons qu'il faut et ensuite ressortir plus grand. Non, mais par contre, la reste du 25 juin, là, c'est carrément la plus grande, Non, peut-être la meilleure carte qu'on ait jamais vue. Hein. Mais je vous jure que moi, il y a un combat aussi qui me hype, c'est Yoni contre Rizlen. Yoni Rizlen, j'ai vu ça, Yoni contre Rizlen. Franchement, là, c'est quoi, c'est un arrest numéroté parce qu'ils vont faire. Non, mais parce que franchement, là, la carte, elle est incroyable. Il faut dire ce qu'il est. C'est ouf, hein, parce qu'en plus, ce combat-là, je crois qu'il est en prélim. Après, je sais pas si ta police c'est dans l'ordre. Mais en fait, bah, que je sais que c'était deux anciennes partenaires d'entraînement. C'est où? C'est dans quelle salle là qu'ils le font? Le Dôme? Dôme de Paris, toujours. Hein. C'est le Dôme de Paris. Il va être rempli là, ça va être un truc de fou. Déjà, rien que quand il y a eu l'annonce Carla Moussa Abdoul, ça a beaucoup fait parler. Alors là, il y a eu Alioune Gomis contre Gomis, Damien Lapus contre Ilyes Giroun, Anthony Salamone contre Samir Kadio aussi. Je trouve que c'est pas mal. Non, franchement, ils ont mis la barre. Il y a aussi Amin Ayoub qui combat sur la carte. Amin Ayoub, il prend le dernier adversaire qu'il avait pris, Damien, là, le Brésilien. Ouais, le Brésilien. Ça va être un sacré combat parce que le Brésilien, c'est un sacré dur à cuire. Hein. Ouais, il est compliqué. Hein. Il était dur à cuire. Non, mais ce que je veux dire, là pour le coup, ils ont fait une carte. Il y a Ibra Mané qui combat. Ouais, il y a Ibra qui combat contre un Magomed, un Luther. Il y a les débuts de la famille du cousin, je crois, ou du neveu de Johnny Frachet qui combat. Cooper Frachet qui fait en plus, ça fait un petit moment qu'il avait combattu en amateur, lui. Ça faisait un petit moment quand même, il est assez ancien. Il a fait beaucoup de combats, je crois, jeune. Il prend un gars, Taher Gerbi, que je connais très très bien, qui a un gros passif de sambo et de lutte. Donc je pense que ça va être un combat assez équitable. Malgré que les deux, ils ont 0-0, c'est du quand même du. Après. Franchement, cette carte, elle est dingue. Après, je pense qu'on aura le temps d'y revenir parce que c'est le 25 juin. Oui, c'est loin, attention, hein, c'est loin, les amis. Là, il va y avoir des. Mais là, ce que je vous propose, c'est qu'on se refocalise sur l'UFC, du coup, à moins que vous ayez encore un mot à dire sur le Bellator. Des pronostics, peut-être sur le Bellator. Je sais plus, c'est pas des pronostics, mais je vais plutôt avoir des souhaits. J'espère que tous les Français vont s'imposer. Mais le problème, c'est que moi j'ai un gros problème avec le Bellator, Mika, c'est que je sais, même s'ils s'imposent, je vois pas où ça les amène en fait. C'est ça mon problème. Merci. Entièrement d'accord avec toi. C'est ça. Moi je l'ai toujours dit. Hein. Ça sert à quoi en fait de gagner au Bellator? Je comprends pas le projet en fait. Tu vois, mais gagner à la reste, tu prends 10 000 euros si tu soumets un mec. Il y a quelques jours, justement, j'ai croisé Azel, il m'a dit qu'il avait signé un multi-contrat avec le Bellator. Il m'avait l'air heureux et je lui ai demandé. Après, peut-être que les gens vont dire que j'ai abusé un petit peu trop avec la reste, mais là, actuellement, c'est ce qu'il fait de mieux. Même au niveau show et au niveau prime des combattants, c'est ce qui se fait le mieux en France. Donc je vais demander. Non, mais tu peux pas. En prime, tu peux pas tester le. Je suis sûr que Azael il touche plus avec le Bellator qu'avec. Justement, en fait, il a même pas essayé, je pense, de négocier. Et je lui ai demandé, en fait, t'aimes bien le Bellator? Il m'a dit ouais, mais en fait, je rejoins absolument ce qu'il dit Clément, c'est que par exemple, t'avais Grégory Baben à l'époque. Je crois en l'espace de 2 ou 3 ans, il avait fait 3 combats Bellator. Et pourtant, c'était des victoires. Mais je crois à aucun moment, il y a eu on va dire une réelle implication du Bellator pour s'investir avec lui. Et c'est pour ça que je comprends vraiment pas, en fait. Généralement, c'est que des one-shots, en fait. Exactement. Le Bellator, je ne comprends pas non plus. Moi, écoute, et comment je le dis, moi, c'est pas sur l'expérience des Français. Je le vois sur les traitements des Anglais. J'ai des Anglais, là-bas, je peux vous citer Tim Wynn, qui est archi fort, que j'ai rencontré, qui a battu Anthony Dizzy, qui a battu Amin Fierce, qui m'a battu moi, Amin Ayoub, qui a battu Yves Landus. C'est le tombeur des Français, ce mec-là. Si tu regardes son parcours au Bellator, tu ne comprends pas. Les mecs, ils ne le font pas combattre. Ryan Scott, il combat pas. C'est des gars, par exemple. Sorenbach, personne ne comprend qu'il soit pas de l'UFC, ce gars-là. Le mec, il se perd. Davy Gallon, ils l'ont retiré de là. Ils l'ont même pas mis sur la carte alors qu'il est sur 2 victoires au Bellator. Moi, je la comprends pas. Si, ils mettent en avant leur star. Mais après aussi, faut savoir qu'il y a 2 Bellator. Il y a le Bellator au States. Il y a le Bellator Europe. Hein. Apparemment, c'est vraiment pas du tout les mêmes. C'est distinct, d'accord. Ça, j'étais pas au courant de ça. C'est pas les mêmes mecs qui gèrent. Aymar Guy, il a gagné en Italie, mais ils l'ont même pas qu'à là. C'est incroyable. C'est vrai. Mais à un moment donné, le Bellator Europe, justement, c'était en Italie que ça se faisait, ou en Irlande parfois. En général, lorsqu'ils envoyaient des Français, c'était en dernière minute. Et je vous jure qu'à un moment donné, je regardais les stats.
il y avait pas mal de Français qui allaient au charbon et qui perdaient. Hein. Genre, ils s'étaient appelés à 2 semaines, 3 semaines et tout. Donc, c'était pas pour les faire briller. Hein. Et même lorsqu'ils gagnaient, il n'y avait rien derrière. AB, quand tu as une carte comme ça, tu as un produit comme ça dans les mains, tu combats à Bercy. Tu peux pas me dire qu'ils peuvent pas inonder, genre en vomir toutes les pages publicitaires pour faire de la pub pour le Bellator quand même. Aujourd'hui, un gars qui ne suit pas le Bellator, je te jure que tu sais pas qu'il y a le Bellator en France. Moi, j'en aurais fait un événement, quitte à mentir, en disant que c'est le plus gros, le show, le premier en France. Mais je sais pas, trouver des éléments de communication. Mais c'est pour ça que j'étais pas d'accord avec toi lorsqu'on avait parlé de sponsoring entre l'Ares et le Bellator. Parce que au niveau communication. Non, mais là, tu peux pas. C'est la salle. Ce que je veux dire, ça dépend de quel sponsoring tu vas chercher, AB. Mais à l'heure d'aujourd'hui, quand même, quand tu vas chercher des partenaires sportifs plus sérieux, comme, je sais pas, tu vas chercher Decathlon, etc., ça pèse plus de dire je combats au Bellator à Bercy que Dôme de Paris, Arès, à l'heure d'aujourd'hui. Je suis pas d'accord, en fait, parce que l'Arès, tu sais que je sais pas, Mika, si franchement, le Décathlon, ils attendent pas plus parler de l'Arès aujourd'hui que du Bellator. Franchement, non, Mika, c'est parce qu'on connaît. La vérité, c'est parce qu'on connaît. Attends, j'ai fait une vidéo, je me suis fait chier à faire une vidéo sur Jim McPhee et compagnie. C'est une des vidéos, s'il te plaît. Le mec, c'est peut-être le plus grand de 66 kilos qui ait jamais existé. C'est une vidéo, j'ai eu des vues, personne ne le connaît. Les mecs, ils m'ont dit, mais de qui tu me parles? Mais c'est ça, ils pensent qu'il est moitié nul. Mais qui te disent non, mais cool, c'est un bidon et tout. Les gens ne se rendent pas compte. Et la communication aujourd'hui, c'est primordial de ouf. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, ils ont une très mauvaise gestion de leur communication. Je ne la comprends pas. J'arrive pas à comprendre, comme tu dis, de pouvoir mettre 500 000 euros et qu'on ne soit pas tous. Nous, on vibre parce qu'on est des fans de MMA. Mais il y a des gens. Ah bon, il y a le Bellator, quoi, comme tu dis. Oh, c'est un dôme de Bercy, Mika. T'imagines, c'est un truc de malade quand tu penses. C'est un truc de fou. Moi, c'est ce que je dis. Moi, c'est un rêve de combattant. Et c'est vrai qu'en tant que combattant, si je combats, comme par exemple Yves Landu, qui est 3e ou 4e combat du main event, franchement, je serais presque un peu déçu de l'enthousiasme qui ne s'est pas généré autour de ça, tu vois. Je trouve, après, c'est mon avis, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et quand je vois, par exemple, l'Hexagone, c'était un peu ça, l'Hexagone. Ils faisaient des événements, mais tu avais l'impression que c'était un devoir plus qu'autre chose. C'est-à-dire que c'est un peu comme on te donne une date, tu dis bon bah on va l'organiser, ils l'organisent, mais tu as l'impression qu'il y a pas de vie derrière, je sais pas comment te dire. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un peu froid. Et après encore, l'Hexagone, t'es même pas déçu on va dire, il n'y a pas vraiment d'attente parce que voilà, c'était inconnu au bataillon, mais quand on sait que la renommée du Bellator, c'est là où tu dis qu'il devrait mettre la barre haute quand même. Ouais. Mais l'Hexagone, c'est pareil, Ibi. Quand tu vois la qualité visuelle du rendu, tu te dis qu'il y a les moyens derrière. Tu le vois qu'il y a les moyens. Ouais. Et tu peux pas accepter derrière que la communication ou même la carte, la consistance de la carte soit si nulle. Excuse-moi. Non, sincèrement, tu peux faire l'erreur une fois parce qu'il y a le Covid qui chamboule la carte. Tu peux faire l'erreur sur un deuxième événement, mais pas au bout du 4e. Sinon, c'est que t'as rien compris. T'attends pas de te faire, t'attends pas de te faire pare-choquer par une voiture pour commencer à regarder à gauche et à droite. Tu commences avant de traverser, tu regardes à gauche et à droite. Et c'est là que tu vois que les gens sont compétents ou pas compétents. Et pour moi, là, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Je suis désolé. Ouais. On verra. Bon, allez, l'UFC. On se pronostique le main event de la semaine prochaine, quand même. Oliveira, Justin Gaethje. Clément. Allez, moi, je Gaethje. Mais Gaethje aussi. Ah, mais vous me spoliez, je vais faire mon pronostic. Non, on t'écoute, on a juste dit les noms. On t'écoute. Je dis quoi? Je dis un nom ou je dis des arguments? Non, tu dis le nom et tu essayes d'expliquer un peu, parce qu'on va faire au moins 4 ou 5 combats, donc t'expliques un peu pour développer. Non, après, le problème, comme je t'ai déjà dit, Mika, moi, ce que je pense de Gaethje, je pense qu'il a le potentiel de battre plus ou moins n'importe qui. Maintenant, c'est quelqu'un que je trouve totalement incontrôlable, totalement ingérable. Il y a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens. Et moi, j'avais envoyé un message à son entraîneur de lutte, à l'époque, quand il est préparé contre Khabib. Et déjà, je m'interrogeais déjà sur la programmation, sur ce qu'il faisait, etc. Parce qu'en fait, j'ai l'impression, il y avait des sparring qui disaient que le lundi, il tue tout le monde. Gaethje, et le mardi, il tue plus personne. Le mercredi, il retue tout le monde. Le jeudi, il retue plus personne. Et en fait, il est tellement instable que je parierai jamais sur ce mec. C'est-à-dire que oui, il peut connecter Dobronx, mais le problème, c'est que Dobronx, je pense qu'il est en fait dans un état de flow, c'est-à-dire dans un état de grâce en ce moment. Je pense qu'il va lui faire très mal debout, comme il a fait très mal à Chandler, comme il a fait très mal à Poirier, mais malgré le fait qu'il se fait connecter, c'est pas le problème. Mais le problème, c'est que je me dis que même s'il connecte,
Il va peut-être se ruer, mais il ne se ruera pas parce qu'il aura peur du sol de Do Bronx sur le dos. Il est extrêmement difficile à terminer. Donc en fait, je me dis, oui, il va le connecter. Do Bronx va faire comme avec Poirier, il va se relever, il va le coller, il va lui prendre le dos, il va le soumettre. Elle va jouer une soumission de Do Bronx. Maintenant, je ne serais pas étonné. En fait, ce qui me fait peur, c'est que Gage, je le vois un peu comme un gâcheur de fête. Il nous a gâché la fête avec Ferguson, et j'ai pas envie, et je te parle franchement, j'ai pas envie que ça se reproduise. J'aimerais vraiment voir après Islam s'imposer contre Darius et qu'on ait un peu ce Khabib Ferguson que nous n'avons jamais eu. Tout ça par la faute de Gage, pas par la faute de Gage, par la faute de Ferguson qui n'aurait jamais dû prendre ce combat après avoir fait un faux cutting de 3 semaines après. C'est quand même incroyable là, d'amateurisme. C'est un truc de fou. On est d'accord pour dire qu'il a des problèmes psychologiques. Exactement. Mais je pense que Gage, il a des absences aussi, Mika. Tu sais, Joe Rogan, il parlait des coups qu'il prenait quand il parle. Des fois, quand il s'exprime, il a des temps d'arrêt. Il avait déjà souligné ça un petit peu. Moi, ça me fait un peu peur. Non, mais je pense qu'il peut toucher, mais je pense qu'il va se faire toucher salement lui aussi. Parce que je pense qu'il tape très très fort de Bronx, beaucoup plus fort que ce qu'on peut imaginer. Et après, derrière, de Bronx partira en double leg, l'autre il va scrambler, et il va y prendre le dos, ou remonter en demi-garde profonde, un truc comme ça, et le soumettre, je pense l'endormir, ou faire un bras-tête, un truc comme ça, tu vois. Je vois bien une soumission de Bronx, et après, le seul truc que j'ai peur, et je le vois arriver gros comme une maison, hein, c'est que l'autre il nous gâche la fête, hein, et qu'après on se retrouve avec un Islam Gage, ou un Islam Darius, fait un truc qui me hypera moins, personnellement, hein, je te parle, hein, qui me hypera moins en tout. Sur le pronostic, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je vois Gage. Après, là où je suis pas trop d'accord avec toi, c'est que j'ai l'impression que Gage, justement, dans ses débuts à l'UFC, dans ses combats, il était vraiment fougueux et j'ai l'impression qu'il respectait vraiment pas de game plan. Il avait ses têtes baissées, gros low kick, grosse droite. Mais là, j'ai l'impression qu'il s'est un petit peu posé sur ses derniers combats. Ah non, mais moi j'avais l'impression, quand j'ai vu le combat contre Chandler, j'étais marche arrière. Contre Chandler, tu voyais qu'il bataillait en fait justement pour suivre le game plan, mais il est resté quand même maître de lui-même, j'ai l'impression. Ah mais attends, c'était la dernière bagarre que j'ai vue chez moi. C'est Chandler qui lui mettait moi, en fait, déjà, ce qu'il faut savoir sur Gage, c'est qu'il a subi une opération des yeux. Je sais, on a déjà dit. Oui, avant, c'est vrai. Avant, il ne voyait pas de la même distance et je crois que c'est pour ça qu'il rentrait à la bagarre parce qu'il disait enfin, c'est ce qu'il disait, hein, je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'il ne voyait pas bien. Donc, du coup, genre, en gros, pour casser la distance, il y allait. Oui, mais contre Khabib, tu as vu ce qu'ils ont dit, son coin contre Khabib, excuse-moi de te couper. Ils ont dit, il a respecté la stratégie, effectivement, 30 secondes. Voilà, c'est tout. Et après, contre Chandler, pareil. Contre Ferguson, en fait, au départ, ce qui m'a induit en erreur, moi, c'est contre Ferguson, il a fait un game plan de dingue. Il a fait un game plan de malade. Contre Khabib, il a été miné par le stress. Et contre Chandler, mais moi, je rejoins Marco, contre Chandler, il a déconnecté son cerveau. Chandler, il a failli le mettre KO. Hein. Mais justement, et après, c'est là où il a réussi à prendre le dessus. Mais d'accord. C'est Chandler. Chandler, il dit qu'il a tapé même plus son coin. Et oui, il a reçu combien de coups avant de se dire bon, ok, peut-être que je vais devoir rebrancher mon cerveau. En fait, justement, on va dire qu'il a prouvé cette petite sagesse-là, parce que justement, au lieu de suivre son instinct, il s'est recanalisé et il a su suivre, on va dire, le game plan à la lettre. Et c'est là où, en fait, j'ai vu. Contre Ferguson, pour moi, oui. En fait, contre Ferguson, il avait très mal démarré. Il faisait un peu n'importe quoi, comme il fait dans son habitude. Il a pris un uppercut et il dit que quand il est rentré dans son coin, il y parle, son coin, il lui dit calme-toi, ressaisis-toi. Ouais. Et là, il a tempéré et il a fait une masterclass derrière. D'ailleurs, ça nous a induit une erreur parce que même moi, il m'a mis le doute. J'ai dit, ça y est, c'est plus le même mec. Ouais. Contre Khabib, au début, il devait tourner, après, il devait faire des one-shots, rentrer, sortir. Il a pris une patate par Khabib, il a pété les plombs, il a mis crochet, al-calf kick, il a tout mélangé. Il est devenu fou. Son coach de lutte est devenu dingue. Tu l'écoutes, hein. Quand il se fait prendre le double leg, son coach, il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Au sol, il s'est laissé passer, prendre la montée. J'en parle dans la vidéo. En même pas 3 secondes. Un ceinture bleue, même, qui est pas mal, jamais de la vie. Même si tu es un tueur à gage au sol, il le sait, vous le savez, les gars. Même un mec, même ses bouchées char qui est sur toi, tu peux défendre un petit peu quand même, tu vois. Et là, il y a ceinturé, comme quand il est avec un débutant. Il s'est résigné. Et son entraîneur, le Brésilien qui le coach, il hurle. Il dit, mais qu'est-ce que tu fous? T'es un malade. En fait, c'est pas une question de niveau. Hein, pronostic Gage pour Oliveira, le cœur et le pronostic sont pour Oliveira, pour Clément. Oui. Non, moi c'est Gage. Je pense vraiment que Gage va l'étendre là-dessus. Moi si Oliveira, en tout cas, a cette erreur-là, de faire comme il fait. Non, mais vous allez porter la guigne là. Vous allez porter la guigne, il va le battre. Je le vois arriver comme une maison. Le pire, c'est que le cœur est pour Oliveira parce que je trouve que ce que Oliveira fait, ça force le respect et j'aime ce qu'il représente pour le MMA. Mais je pense que Gage
va gagner ce combat parce que Gage, en fait, après, c'est toujours pareil, la physionomie du combat, on verra. Mais je trouve que Gage, en défense de lutte, est très fort. Et que Oliveira va devoir casser la distance pour aller l'épuiser et qu'il va s'exposer à des trop gros risques de frappe. C'est exactement ça. Oui, mais je pense à peu près pareil. Je suis d'accord avec. Rose Namajunas Esparza. Ce combat, d'ailleurs, il avait déjà eu lieu il y a quelques années. Il me semble. C'est un piège ce match aussi. C'est des matchs pièges. C'est des matchs particuliers. Pièges, exactement, ouais. C'est des matchs particuliers, donc j'ai envie de dire Rose, parce que j'ai envie que ce soit Rose qui s'impose. Mais bon, après, ça peut aller dans les deux sens, c'est toujours pareil, là. Vraiment, c'est des matchs que c'est difficile de se prononcer, quoi. Voilà, moi, je vois quand même Rose, parce qu'en fait, Esparza, on le voit, si c'est pas au sol qu'elle domine, elle va tout le temps à la décision. Et du coup, je vois Rose parce que je trouve qu'elle a quand même, dans son bagage, elle a quand même plus d'armes. Et je vois. En fait, elle a apporté de la nouveauté, surtout sur ses derniers combats. Là, j'ai l'impression que Esparza, c'est un petit peu la même version qu'il y a quelques années. Donc, ouais, sur ça, je dirais Rose Namajunas. Et puis tu vois qu'à chaque fois qu'elle s'impose, c'est vraiment, elle gagne, hein, je dis pas, je remets pas en question, mais c'est quand même dans la douleur. Parfois, c'est beaucoup de décisions partagées, c'est beaucoup à la décision, c'est rarement franc et net. Rose, elle a quand même nettoyé la KT et elle a nettoyé Zhang à 2 reprises. Andrade, qui est pour moi Andrade plus solide. Donc voilà. Mais après, comme dit Clément, il y a des gâcheurs de fête. Moi, je le vois avec Nunes. Quand Nunes, elle a perdu, je m'attendais à tout sauf à ce que Nunes elle perde. Hein. J'allais même pas regarder le combat pour te dire, moi. Je me suis dit, donc, mais c'est pareil que toi. Quand j'ai regardé le combat, je me suis dit, c'est impossible. Et je me suis dit, au premier round, elle prend beaucoup de jabs quand même, faut qu'elle fasse attention. Mais tellement j'étais persuadé qu'elle allait gagner, je voyais même pas la défaite venir encore. Non, voilà. Je comprends même pas ce qui s'est passé. J'arrive même pas à trouver l'explication, même encore aujourd'hui. Donc, même au sol, j'ai vu des trucs. Troisième combat, Chandler-Ferguson. Ah, mais c'est pareil. En fait, ça, je sais pas du tout l'état dans lequel il va venir Ferguson. Mais en fait, autant Chandler, il peut performer, mais j'ai l'impression que le style à son prime de Ferguson, ça peut être un petit peu l'antidote de Chandler. Parce que Chandler, il donne tout dès le début. Tu as une baisse de régime. Et lorsque tu as une baisse de régime face à un mec comme Ferguson qui était au top, c'est à ce moment-là qu'il t'asphyxie. Mais ces contre-performances, elles me laissent un petit peu sur le doute, honnêtement. Pour moi, Chandler, franchement, c'est un gars même qui aurait pu être champion. Mais malgré qu'il vienne un petit peu trop fougueux, qu'il est là pour un petit peu trop faire le show, son manque d'intelligence et son manque, on va dire, de suivre un game plan comme il le faut, ça l'handicape un petit peu. Donc, s'il vient et qu'il s'installe vraiment avec un game plan qu'il doit suivre à la lettre, je pense vraiment qu'il sortira vainqueur de ce combat-là. Moi, je pense Chandler, mais j'aimerais que Ferguson gagne, tu vois. Après, Ferguson, il a quand même perdu comme un homme, contre Dobronx, contre Dariush, faut pas l'oublier. Lui, il n'a pas fait taper. Il a KO'té Chandler, il a terminé Poirier avec une facilité d'ailleurs déconcertante, Dobronx. Et là, contre Ferguson, et même Dariush, quand il a retourné le genou, Ferguson, il a perdu comme un homme. Mais après, voilà, maintenant, comme tu dis, moi je pense qu'il a des troubles qui vont au-delà du physique. Je pense que là, on ne sait pas dans quel état il va arriver, on ne sait pas trop. En fait, c'est trop instable. Moi, je suis d'accord. Il est fou, ce type. Enfin, le pauvre, il est vraiment. Non, mais il a été à un moment, c'est sa femme qui a appelé à un moment donné les hôpitaux. Ouais, je me rappelle. Franchement, tu le vois, le pauvre, il a vraiment des soucis psychologiques. Et là, pour le coup, je pense que Chandler, il revient quand même. Attention, Chandler, il revient de 2 défaites, mais c'est pas contre n'importe qui non plus. Ouais, mais comme je te dis. 2 défaites où il les a eu. Il a eu ces moments où il a stoppé les deux. C'est exactement ça. C'est pour ça que je dis, en fait, ces 2 défaites, mais certes, je pense que c'était peut-être une erreur, une mauvaise approche du combat. Mais là, j'ai vraiment l'impression que s'il vient, comme avec Gaethje, j'ai l'impression que s'il avait vraiment suivi ce qu'il devait faire à la lettre et pas rentrer dans une guerre, il aurait pu gagner. C'est le seul combat qui dit qu'il n'a pas écouté son coin et c'est le seul combat où il n'a pas exprimé sa lutte parce que Chandler, contrairement aux lutteurs américains, il utilise sa lutte contre tous ses adversaires. Et là, quand il était contre la cage, son coin, il lui dit amène-le et finis-le en ground and pound. Il est mort, Gage. Il sait plus. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il veut le finir debout. Alors qu'il avait juste à le poser, le terminer, l'arbitre aurait arrêté le match. Il était vraiment en très mauvaise posture. Ouais. Surtout que Gage, il a beaucoup de difficultés à se relever quand le mec commence à être très agressif au sol. Donc là, l'erreur qu'il a fait, c'est que...
on l'a carrément jamais vu sur le dos, en vrai. À part contre Khabib, Gage, c'est un Si, gars. au W, à l'époque, Ouais, tu sais. doublé, à l'époque, SOF. mais à l'UFC, on se disait carrément, même à un moment donné, on se demandait même si Khabib allait pouvoir. Moi, je me souviens, Ouais, je c'était me rappelle, ouais. l'incertitude qu'on avait. Et c'est Ouais. là qu'on a vu que Khabib venait d'un autre monde. Ou alors que Gage n'était pas dans son combat. Mais Non, quand mais on a Poirier vu aussi l'a Khabib, mené. Non, il y a plusieurs combattants qui ont mené Gage au sol très facilement. Après, c'était de le maintenir. Mais Poirier l'a mené très facilement en double parce leg que aussi. même dans les vidéos, il scramble à une vitesse C'est vrai, quand c'est il vrai. se relève. Et à la Ouais. José Aldo, quoi. Non, non, mais il y a un truc que tu signales qui est très intéressant aussi, c'est que le premier single leg que met Khabib, il n'arrive pas à l'amener. Gage défend à la perfection. C'est-à-dire, il met la main sur le nuque, il travaille sur le poignet et il sort. Et là, j'ai dit, c'est mort. Il ne sera pas amené. Tu vois. Et là, il y a son entraîneur de lutte qui lui dit, c'est bien, c'est très bien ce que tu as fait, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Et après, ça a été la bagarre. Et Khabib aussi, hein, parce que Khabib, ça n'a pas été son plus grand combat non plus pour moi. Le meilleur Non, Khabib mais en plus, c'était contre de Poirier. mémoire, de mémoire, Habib, quand même, il était stressé de ouf. Je me souviens, il a carrément pleuré à la fin. Même, il Il avait avait eu l'histoire de son père. il avait eu Et des il avait problèmes, une tu sais. fracture, fracture du pied. Et même, je Tu sais sais, pas. son orteil. Les ganglions, non, tu Ouais, parles les de quoi, non? ganglions et tout, il avait eu il avait été sous antibiotiques, etc. Donc Ouais. je pense que même lui, il n'était pas. Moi, je me méfie toujours des ordonnances médicales Oui, c'est où vrai. les mecs, ils sont sous antibio, ils te Oui, disent, c'est tu vrai. sais, avec une Ouais, c'est vrai. ordonnance médicale, je me méfie toujours de ça. Bon, bah alors, moi, je dis Chandler et attention à une guillotine de Ferguson sur une tentative d'amener au sol. Ouais, c'est vrai. Franchement, à la manière dont j'ai vu Chandler se débrouiller face à De Bronx dans le dos, là, je m'inquiéterais pas trop s'il allait au sol avec Tony Ferguson. Donc, je dirais Chandler, moi. Clément, tu dis Chandler, je veux dire, Chandler même si je aussi. voudrais que Ferguson gagne. Hein. Après, on a deux combats d'anciens et on va finir sur ça. Mais pas besoin de faire une analyse poussée. On a Olis Saint-Preux contre Mauricio Rua. Je suis même étonné de les voir si haut dans la carte. Ovis Saint-Preux, franchement, c'est le mec que je déteste voir combattre. Je sais pas, mais il fait des contre-performances. Je le trouve vraiment ennuyeux. Franchement, j'aime pas. J'aime pas du tout sa manière de combattre. Mais je dirais Mauricio. Comment? Moi, pour moi, ce combat, il mérite pas d'être là où il est situé. Après, ils ont un blast, tu vois. Shogun, il a un blast pour respecter sa carrière, il n'y a pas de souci. Mais des fois, je me dis, bon, soit tu acceptes de combattre, tu n'es plus dans la performance, mais tu acceptes de plus être dans la main carte. Parce que là, pour moi, franchement, c'est un combat un peu gâché. Oui, mais bon, après, ce qui me dérange moins, c'est que c'est deux anciens un peu qui s'affrontent, tu vois. Oui, c'est ça. Ça, c'est Un voilà. peu. D'ailleurs, ils mettent dans la même carte, tu as deux combats où il y a 4 anciens, quoi. Là, pour le coup, on a Shogun contre Saint-Preux et derrière, on a Cerrone contre Joe Lauzon. Mais à la rigueur, Cerrone contre Joe Lauzon, ça m'intéresse un peu plus. Oui, bien sûr. Ouais, que le combat qui les suit, ouais, c'est sûr. Ouais. Bon, allez, en tout cas, je dirais que le cœur est pour Shogun, pour tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Pareil. Ouais, pareil. Hein, je dirais Shogun. Après, pour le combat qui les précède, je dirais Donald Cerrone. Méfiance à Joe Lauzon. Méfiance. Le problème de Cerrone, c'est toujours pareil. C'est que lui, le combat, plus il dure, et moins ça va. Et Joe Lauzon, c'est quand même une purge. Il est difficile à finir, Joe Lauzon. C'est quelqu'un qui a l'expérience, l'air de rien. À un moment donné, il faut pas oublier que c'est celui qui a eu le plus de soumissions, pas le plus de soumissions, mais le plus de... je sais plus, il avait un record et je me demandais comment lui, il pouvait sortir ce record. Il est compliqué, hein, Joe Lauzon. Moi, je trouve que c'est pas plié d'avance pour Cerrone qui est quand même en grosse contre-performance. Ouais, non, après, Cerrone, il peut faire des grands combats, c'est l'avantage. Il est instable. T'as quand même aussi Joe Lauzon qui est un peu inactif depuis pas mal de temps. Et t'as aussi Cerrone qui est au moins sur 5 défaites consécutives, en fait. Derrière aussi. Ouais. Ouais, donc, c'est compliqué. Ouais. Bah, en tout cas, le cœur est pour Cerrone et je pense que Cerrone peut gagner ce combat, clairement, parce que Joe Lauzon n'a jamais atteint le niveau de Cerrone de toute manière, techniquement. Ouais. Mais attention, parce que vraiment, je le redis, Joe Lauzon, c'est une purge. C'est vraiment le genre de mec qui ressort de l'enfer. c'est vraiment... je dirais Cerrone aussi, Ouais. Je pense qu'il peut faire un grand combat. Ouais, voilà. On verra ça. On va après conclure là ou Mika Ouais, non, juste un petit clin d'œil par rapport à l'événement dans lequel je vais combattre. La famille Remea, qui sont très connus et qui organisent depuis longtemps sur Marseille la fameuse Nuit des Champions, revient là avec une édition consacrée à 100% pour le MMA, c'est l'Octofight, qui sera diffusée pour Fight Nation pour tous ceux qui peuvent pas faire le déplacement. Pour tous ceux qui peuvent faire le déplacement, c'est direction le Palais des Sports à Marseille.
j'aurai l'honneur de combattre en main event contre Kevin Ruhart. Ah, c'est en main event, en 5x5? Ouais, non, 3x5, ne 3x5. pas, wesh. Respecte les anciens. Je combats Kevin Ruhart, qui est pas un pêcheur. Voilà, je fais pas comme AB, moi, je raconte pas des pêcheurs. Je vous t'es vraiment un enfoiré avec ce que tu m'as mis. Hein. En tout cas, les gars, je peux vous assurer que je me suis entraîné dur pour essayer de vous faire kiffer. Après, on fera du mieux qu'on peut. Un combat, c'est un combat. Rien n'est joué d'avance. Mais comment tu t'es préparé alors, du coup, pour ce combat? Victorieux. Bah, en fait, comme d'hab, là, je vais faire beaucoup de techniques tactiques avec David Beer, qui est la référence pour moi sur toutes nos phases de lutte, de drill, de scramble, etc. Très intelligent, David. Très belle approche. J'aime beaucoup sa méthode à David Beer. Et donc, tout ce qui est répétition, etc., on a fait avec David. Et ensuite, je suis parti chercher les sparring un peu partout, notamment au Platinum, à la Hatch Academy. Et aussi avec, c'est marrant comme quoi le MMA est petit, c'est avec Daniel Voirin, où il y a Benoît Saint-Denis qui combat. Et d'ailleurs, Kevin Ruhart est de la même, entre guillemets, boîte de management comment dirais-je, de Benoît Saint-Denis, donc ils se connaissent. Mais voilà, le MMA est petit à un moment donné quand tu croises le fer. De toute façon, on sait qui est quoi et qui fait quoi. Ça, de toute façon, tu as toujours des infos de salle. Qui sera Clément d'ailleurs à Marseille. Mais donc, tu ne seras pas au Bellator, toi, Mika? Non, je ne serai pas au Bellator. Ouais, du coup, tu seras. Et toi, Ibi, tu vas au Bellator, du coup, alors? Normalement, je serai à Marseille avec Mika. Normalement. D'accord. Donc, si je ne suis pas à Marseille, je serai au Bellator. Mais tu crois qu'ils vont te donner une place à Ibi après ce que tu viens de dire sur le Bellator? J'ai rien dit de mal, hein. J'ai rien dit de mal. Mais non, normalement, je serai à Marseille. En tant que média, normalement, tu pourrais avoir ton accréditation et pouvoir. Ouais, j'ai pas fait la demande parce qu'honnêtement, je voulais être sur Marseille. En plus, j'ai jamais été à Marseille, donc ce sera aussi l'occasion d'assister au combat de Mika. Donc, à Marseille, si tu viens, tu as l'accréditation. C'est validé. Et qui c'est qui sera dans ton coin, du coup? Là, lui, David, il sera pas là, donc j'ai Kevin Fall, mon ancien, j'ai Michael Pradit qui est toujours avec moi depuis toujours, et j'ai Oudina Soufiane, mon gars sûr. Ah, il sera pas là, Veda alors? Non. Et là-bas, après, sur place, il y a aussi Eddie Muniz qui sera là-bas sur place, mais c'est plus dans la cellule d'échauffement, etc. J'ai préparé un peu pour avoir. Et puis après, je viens aussi avec j'ai le kiné qui sera là. À qui je ferai un gros big up et une grosse dédicace parce qu'il me suit jusqu'à là-bas. Il sera au Bellator pour accompagner Camara et derrière il vient le samedi matin pour moi pour me faire mes derniers petits soins, etc. Donc ouais, j'ai tout le staff qui part. Franchement, j'ai juste hâte de partir. J'ai mes potos de Paris qui sont descendus, enfin qui vont descendre. Donc voilà. Et le poids, ça va? Le poids, c'est ce que je disais à Ibi en off là tout à l'heure. Je suis même content parce que je m'attendais pas à ça. Je suis à plus 5 kilos tout rond. D'accord. C'est bien. Non, t'es très bien. T'es plus que dans les temps. Non, franchement, ça va être pour toi, ça va être easy parce qu'en plus, tu sais te recharger. T'as déjà fait des cuttings des enfers. C'est ce que je disais dans une vidéo. Je sais pas si tu l'as vu où je parlais de toi, où je disais que, tu sais, je parlais de Covington, que je disais que les gens qui s'imaginent une seule seconde que ce mec fait 82 kilos à l'année, ils sont complètement fous, tu vois. Et je prenais ton exemple. Mika est venu tourner avec nous, il était à 88 kilos, comment t'as 70 kilos. Alors Covington, parce qu'il aurait dit ça dans un podcast, tu sais. Mais Paolo Costa, dans des podcasts, il dit qu'il prend même pas de BCA, tu vois. Donc, tu peux tout dire dans un podcast, c'est très facile. En fait, il avait dit ça parce qu'il attaquait Khabib, en disant qu'il affrontait que des petits. C'est de là que c'est parti la légende, comme quoi il était léger. Mais son entraîneur, Steve Moko, son entraîneur de lutte, et ses sparring Pat Doumé, tous les sparring qu'il a en lutte, ils sont tous énormes et il est pas chétif à côté de Covington. Hein. Loin de là, je pense qu'il fait un bon 88 kilos, hein, à mon avis. Sterling, je crois, même pas 10 jours après le combat, Sterling. Je l'ai mis, t'as pas vu? J'ai fait une vidéo dessus. Ouais. Il était à plus 16 kilos, je crois. Ouais. Attends, il était à... Attends, combien il était? À 78, non? 78, attends. Il était à 80 kilos, je crois, non? Je crois que c'était 78, 79. Mais bon, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que c'est presque après 80 ou 78. C'est quand tu sais qu'il a combattu à 61 10 jours avant, c'est énorme. Paddy Pimblett qui est à 70, qui est en début de carrière. Et bon, lui, il a une hygiène de vie, c'est n'importe quoi. Mais qui remonte. Il remonte à 92 kilos, 93 kilos 2 semaines après. C'est incroyable. Oui, c'est pour ça. Non, mais après, je sais que c'est pas un gros cutter, hein, Covington, bien entendu. Hein. Il perd pas énormément de poids, mais il est quand même bien plus lourd que ce qu'on pense. Il est pas à 82, 83 kilos. Tu peux le dire, Mika, toi que tu as connu des 77 à l'UFC. Il n'y a aucun mec, surtout du niveau de Covington, qui est, tu vois, c'est un monstre. La dernière fois, j'étais à l'UE Warrior et j'ai croisé Chiesa.
Chiesa, c'est un monstre. On Ah se non, rend mais pas c'est un compte monstre. comme ça. Mais Chiesa, Il c'est est un monstre. grand, Même ça il se a voit l'air quand grand même. en Hein. plus. Même ça se Et voit. Quand même. vous, quand vous voyez Chiesa, vous le voyez en combat. Ça veut dire que c'est quand même un Chiesa, même s'il a rechargé après son combat, c'est quand même un Chiesa qui vient de faire le cutting. Moi, je l'ai vu hors combat, Chiesa. C'est un monstre. C'est incroyable. Non, mais Et ça se d'ailleurs, voit. ça me fait penser que ce jour-là, ça fait même pas un an, ouais, à peu près un an environ, il y avait Velasquez. Triste de savoir en prison désormais pour ça, c'est Bah, incroyable. je l'ai croisé lorsque j'étais à Vegas, il était dans les vestiaires. Je n'ai pas pris de photo avec lui, j'aurais dû parce que justement après, il a été malheureusement en prison. D'ailleurs, il est toujours là-bas. Il y a eu une vague de soutien de la part des combattants qui mettaient Ouais, Velasquez. ouais, c'est Non, mais triste. Je te jure, c'est triste. les gens ne se rendent pas compte du poids. Quand je vois qu'Abdoul, par exemple, nous, aujourd'hui, il est à 87, 88 kilos, vraiment propre, tu vois, et dense. Et tu vois, Abdoul, c'est pas un mec qui cut énormément. Alors, je préfère même pas imaginer des Kamaru Usman Mais ou oui, des autres. Justement, Clément Abdoul, il cutait pas beaucoup de base. Mais là, depuis que tu l'as pris, c'est toi qui gère sa préparation physique, je trouve qu'il a pris en masse musculaire. Donc forcément, ça l'oblige à un peu plus cuter, non? Parce qu'en fait, la dernière fois qu'il a là, cuté, là. On l'accompagne maintenant, c'est-à-dire qu'avant il faisait Ouais. n'importe quoi. Et Abdoul, mais c'était même incroyable. Je sais même pas comment il a fait pour atteindre un si haut niveau. Il était quand il m'a appelé, quand il m'a contacté, il était à 79,5 je crois, la fois qu'il m'a appelé. Et il Parce qu'en combattait fait, il allait arrêter. à 79. Ouais. Et en fait, Ah il me ouais, disait non, mais je ouais. ne pas. Je dis mais comment tu fais? Ben, je mange pas trop. Enfin, tu vois, c'est lazy king, hein, tu vois, comme il est. Mais et après, et en fait, ça va au-delà de ça. Et je fais pas que la préparation physique. Tu vois, j'essaye En fait, j'ai fait tout un programme d'entraînement avec le spécifique. Tu vois, pour Karl, par exemple, ben, j'ai envoyé les extraits à Mika. J'ai fait toute l'analyse sur Karl. J'ai fait une vraie vidéo professionnelle 3 jours et après, parce que comme je m'en méfie comme la peste de on Karl, veut, j'ai on fait. veut, Qu'est-ce on qu'il veut va ton dire, lui? pronostic. Non, mais je veux dire, on veut le pronostic de Clément. Alors, tu sais, comme je t'ai dit. Non, mais comme je t'ai Ouais. dit, moi, Karl, Mais on veut te mettre. Clément, on est obligé de te mettre Non, mal non, à non, l'aise mais un tu as peu. bien raison. Tu as bien raison, mais non, c'est bien qu'on aborde, le sujet, tu vois, Ouais. d'Abdoul. Moi, Karl, jamais je donnerai un pronostic quand ces deux copains, tu as vu, je t'avais dit, quand toi tu devais affronter Abdoul, je n'étais pas d'accord du tout avec ce match. Moi, c'est quand il y a ces deux copains qui s'affrontent, j'aime pas Ouais, ça du tout. on est bien d'accord qu'Abdoul, il aurait roulé son Mika ou pas? De quoi? Ça, c'est un gamin. Tu vois, il commence, Mika. AB, donne-moi 35 000 euros, tu auras la réponse. Non, non, le truc qu'il y a, c'est que je te dis, j'ai trop de respect pour la carrière de Karl pour me prononcer. En plus de ça, je crois au karma. Je pense qu'aujourd'hui, ça peut se retourner contre toi quand tu parles. Tu sais, c'est compliqué. C'est pour ça que voilà, j'ai dit à Abdoul de rester discret. Sache qu'en tout cas, ça sera la meilleure version d'Abdoul qu'on a jamais vue. Il a des sparring, des caucasiens. Mika, j'ai déjà dit en off. Il a des mecs qui étaient en équipe nationale de Gréco. Bon, bref, il a des tueurs avec lui pour se préparer. Il a Shamil Ismailov. Bon, on a vraiment mis un camp d'entraînement. Beto Ramos, son coach, fait un travail remarquable. J'ai du moins à mon humble niveau, j'ai envoyé tous les détails possibles et inimaginables de tout ce que j'ai pu observer. J'ai fait pareil pour Taylor contre Pena, parce que Taylor m'avait demandé d'analyser son adversaire. Je pense qu'on communiquera bientôt pour un podcast ensemble avec Taylor pour parler de ça, du moins. Et voilà, ça m'a pris du temps. Et si ça m'a pris du temps, c'est parce que je considère Karl comme extrêmement dangereux. Je sais qu'il va arriver en grande forme. Et il y a un truc aussi que j'étais pas trop d'accord, moi, c'est que quand les gens disent que Karl n'a rien à perdre, si, on a tous à perdre. Pourquoi? Parce que tu sais, aujourd'hui, des mecs comme Whitman, des mecs comme Luke Rockhold, des mecs comme Tony Ferguson, aujourd'hui, on est en train de les voir, leurs défaites et comment ils se font rouler dessus par les autres, tu vois. C'est ça qui est en train de rester dans la mémoire des gens. Et si demain, Karl, il se fait rouler dessus, chez lui, dans sa ville, en faisant tous les jours des vidéos et que les gens disent qu'ils sont sûrs qu'il va gagner, etc., ça peut vraiment se retourner contre soi. Tu vois ce que je te dis, Mika? Bah, en fait, perdre chez j'ai toi. l'impression que ça aurait moins d'impact, en tout cas, pour la suite de sa carrière, Ouais, moi, comparé à Abdoul. Oui, non, mais bien pour être sûr. honnête, je suis d'accord avec toi pour dire qu'on a toujours à perdre parce que déjà, en tant Oui, que c'est combattant, il y a l'ego. Mais bien Ça, c'est entendu. obligé. Et il y a l'héritage qu'on laisse. C'est un peu ce que disait Daniel Cormier quand il voyait Woodley aller combattre en boxe anglaise. Il disait Ouais, qu'on voilà. laisse un héritage et c'est vrai. Et c'est pour Mais c'est ça vrai, qu'à un ça a moment tué donné, sa légende de Mika un peu à Woodley. Dis la bah, vérité, il a- moi, ça il- me non, déplaît qu'il ait perdu comme ça. Marco, c'est pour ça quand on me propose des challenges des fois que je trouve un peu durs, pour être honnête, ou sur lequel je trouve que j'ai plus forcément le niveau pour aller les affronter, je me refuse. Et comme je le refuse pas, je vais trouver des subterfuges en demandant des primes de dingue. Ouais, je m'en cache pas. Mais C'est non, mais Mika Il est honnête, au McGregor. moins. Ah, ben, non, c'est mais Mika McGregor. Non, mais c'est mais non, mais compréhensible.
c'est de la logique. C'est-à-dire qu'au moins, tu te dis, bon, bah, écoute, si je le fais, pourquoi pas, je le fais pourtant. Mais ce que je veux dire, c'est que Karl, quand il accepte ce combat, pour moi, dans ma tête, moi, je le vois comme ça, il se dit, c'est légalisé en France. Je suis à un stade de ma carrière où j'ai jamais réussi à accomplir mon rêve parce que son rêve, c'est l'UFC. Et je pense qu'il se dit pas, forcément, tu as raison, qu'il a rien à perdre. Il l'envisage pas comme ça, mais il l'envisage surtout de se dire que c'est le seul moyen d'accéder à son rêve aujourd'hui. Donc, tu as raison. Tu as raison quand il dit qu'il ne doit pas l'envisager, qu'il a rien à perdre. Il l'envisage surtout, je pense, comme il a tout à gagner, mais la réalité, c'est qu'il a rien à perdre. C'est qu'aujourd'hui, il se dit, j'affronte Abdul. Il a affronté Ben Askren. Ben Askren lui a déjà roulé dessus. Il sait c'est quoi se faire rouler dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, il se dit, voilà, si je sors la meilleure version de Karl, je peux peut-être faire quelque chose face à un adversaire sur lesquels, quand tu vois la performance de Pépé contre Abdul, tu as l'impression que Pépé, c'est pas un vrai combattant, quoi. Alors que Pépé, c'est solide. C'est très, très solide. Mais Griezmann, pour vous donner une idée, Griezmann s'est médaillé aux Europes en jiu-jitsu brésilien. Il a soumis, d'ailleurs, très facilement, au premier round, c'est Elinik, c'est ça? Mikmil, voilà. Emile Mick. Ouais, il n'avait jamais été soumis. Abdul l'a soumis en, je crois, 2 minutes 30 sur un bras-tête. Et pareil, Pépé, il n'avait jamais été soumis à 9 combats. Il n'avait jamais été soumis, même après les 9 combats à l'UFC. Hein. Ouais. Il a soumis avec un truc de One Piece, qu'on ne sait pas. Il a mis la photo d'ailleurs de Baki ou de One Piece. Ouais. Non, mais après, hormis tout ça, hein, c'est pas très grave. Mais ce que je veux dire, c'est que le seul truc que je peux garantir aux gens, c'est qu'Abdul, à moins de blessures, on est bien. Parce que c'est loin, hein, le 25 juin, c'est ce qui me fait peur. C'est loin pour Karl, c'est loin pour Abdul. C'est ça, en fait, moi, ça m'a un petit peu surpris de voir que Karl, il avait déjà commencé la prépa parce que. À un moment donné, certes, tu as un pic de forme, mais quand ça peut être trop éloigné, tu peux avoir aussi une chute de performance. Moi, je me méfie toujours de la communication. Parce qu'il y a communication et il y a entraînement. Moi, à l'entraînement, je peux te faire croire avec 10 photos que tous les jours, c'est archi intense. Je sais que Karl, il a vraiment commencé sa préparation, Mika. Ouais, il a vraiment commencé. Ouais. Après, ce qui est sûr, c'est que c'est peut-être une façon de se motiver de Karl, hein, je pense que c'est ça. Parce que je pense pas qu'il veut intimider Abdul en mettant des photos. Abdul, c'est quelqu'un qui, quand il m'envoie des photos de lui, il fait la vague, il tire la langue. Enfin, tu vois, Abdul, il a un détachement du MMA qui est incroyable. Donc, il s'en fout. Le MMA, c'est un passe-temps. Voilà, il aime ce sport, il aime ça, il aime prendre du plaisir à tourner avec les mecs. Mais par contre, voilà, il a jamais été en forme comme ça. Et il a des sparring, il a jamais eu des sparring comme ça. Tu vas là-bas, c'est de Daghestan, quoi, dans son club. C'est même au sol. Donc, les gens ne se rendent pas compte parce que nous, on lui donne des consignes et moi, je lui dis de ne rien mettre sur les réseaux sociaux pour pas que, tu vois, ça se retourne contre nous. On met rien. Et après, comme je dis, il faut qu'il sache qu'il affrontera la meilleure version d'Abdul possible et inimaginable. Je peux te le certifier. Et je sais que Karl arrivera dans un grand jour et on aura à mon avis, un grand combat. Et ça sera un combat. Là, le seul truc que je peux dire, c'est que je pense que ça soit dans un sens ou dans un autre, ça ira pas à la. C'est un synchrone, c'est ça? Ouais, moi j'ai annoncé premier round d'Abdul, mais moi ce que je propose même c'est qu'on y revienne sur cet arrest parce que franchement il est très bien. Il est incroyable. Le mois de juin, ça prend longtemps. Et peut-être que justement Marcou il reviendra à cette occasion pour qu'on puisse en discuter. Ouais, pas de problème. Oui, surtout que la carte va changer. Et si vous voulez, on refera un point pour vraiment parce qu'il y a tellement de combats à parler là. On fera une analyse de cette carte. Bon, on conclut sur ça. Ouais, on conclut sur ça. En tout cas, Marcou, un plaisir pour nous les amis. Un plaisir pour moi, en tout cas. Pardon. Très enrichissant, avec pas mal d'anecdotes. Et j'avais plein de questions à te poser, mais c'est vrai qu'on est déjà à 1h30. Mais en tout cas, dis-moi si tu en as une, que je peux y répondre. Un truc. En fait, c'était par rapport à John Jones, mais comme de par tu as sorti une vidéo là-dessus. J'ai pas j'ai sorti une vidéo la physique. Ouais, je propose qu'on soit une autre vidéo, quoi. On veut l'analyse athlétique de AB, s'il te plaît. Je veux qu'avec Fred, tu fasses l'analyse athlétique de AB, s'il te plaît. Je vous jure, je vois ça. Tu sais qu'il y a je deviens une star, il y a des mecs qui m'imitent. Il y a des mecs qui m'imitent, je te jure, il y en a plein. Ils m'imitent ou sur Twitter, ils me mettent en photo et en fait, ils mettent des légendes. Alors, ils m'ont fait analyser. Attends, c'est qui m'ont fait analyser? Ils m'ont fait analyser Marine Le Pen. Ils m'ont fait analyser Jean-Luc Mélenchon aussi. Et Fernand. Et Zemmour, putain, Et le Z, ils m'ont pas fait. Moi, et mon candidat Jean Lassalle, ils me l'ont pas fait à analyser. Parce que tu sais, moi, mon candidat, il les aurait tous eu. Je te l'avais dit à la loyale. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que moi et Mika, on a organisé un tournoi en off
Mika. Un tournoi MMA des combattants présidentiels. Et nos candidats, Jean Lassalle et Mélenchon, ils arrivaient en finale pour la ceinture. Ouais. Bon, ils ont pas réussi, mais un jour, ils y arriveront. C'est un peu le Ngannou de la présidentielle, tu vois. De la présidentielle. Non, mais après, blague à part, ouais, on refera des vidéos comme ça, c'était super enrichissant. Avec plaisir, on conclut là-dessus. Ciao les amis, merci encore. Merci à toi, Clément. Mika, bonne chance pour le coaching. Bonne chance pour toi, Mika. Merci, mon gars.